Bonjour et bienvenue sur le podcast Culture Slalom où nous irons ensemble à la rencontre des champions, des entraîneurs et de tous ceux qui ont fait l'histoire du canoë-kayak slalom français. Ce sera l'occasion de découvrir leur parcours et d'échanger avec eux sur l'entraînement et la performance. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Marie-Françoise Prigent. Alors, Papia, avant d'être une cadre technique fédérale reconnue, c'était une kayakiste française qui a notamment remporté 2 médailles aux championnats du monde, le bronze à Merano en 1983 et l'argent à Augsbourg en 1985. Elle a aussi remporté 3 fois l'or mondial par équipe avec ses partenaires de l'équipe de France. Salut Papia, et merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Je te propose de commencer par le début. Qu'est-ce qui t'a amené au kayak slalom ? Alors, le kayak, qu'est-ce qui m'a amené au kayak ? En fait, je m'en souviens pas trop parce que c'est depuis tout petite, c'est familial chez moi. Toute la famille pratiquait. J'avais un papa militaire qui était très sportif, qui faisait pas mal de sports, dont le kayak, à l'époque, était assez original. Une maman qui s'occupait de ses 6 enfants et qui était donc bien occupée tout le temps et qui contribuait de cette pratique puisque c'était en canoë familial. Moi, quand j'étais petite, j'étais au milieu du canoë avec mon petit frère. Et mes 4 grands frères et sœurs avaient des kayaks. Et donc, on a descendu toutes les rivières de France, le Gard, l'Ardèche, le Rhône, parce que j'avais une grand-mère qui habitait par là. Et donc, depuis toute petite, je me rappelle pas, les débuts en kayak, c'est vraiment quelque chose qui était une pratique familiale. Et comment ils y sont venus, ta famille, avant ça au kayak ? C'est une bonne question. Je pense que c'est mon père qui faisait des épreuves sportives militaires et qui avait eu l'occasion de pratiquer. Et après, en fait, ils étaient adhérents du Touring Club de France à Paris. Donc, ça a été mon premier club, le Touring Club de France, en face du siège social de la fédération. Il y avait un camping. À l'époque, les clubs de kayak, ça se développait beaucoup dans les TCF. Il y en avait un à Huningue, il y en avait un à Nantes, il y en avait qui sont après devenus des clubs complètement affiliés Fédération française, mais qui au départ étaient plutôt des émanations de centres de type camping et touring, quoi, à l'arrivée des congés payés, les familles qui avaient des vacances et qui pouvaient pratiquer un sport de leur choix. Et moi, famille, c'était les sports de plein air. C'est devenu quoi le Touring Club de France ? Eh bien, le Touring Club de France, je pense que ça a été le premier club en Île-de-France. Les Parisiens en parleraient mieux que moi. Mais après, il y a eu le TCF, le CKCF, Joinville-Eaux-Vives, l'US Métro. Enfin, il y a eu plein de clubs. Pierre Salamé a parlé de l'US Métro. L'Île-de-France, il faut savoir que c'était la région de pratique avec les Alpes du kayak. Donc, on était dans ce club-là et on faisait des choses plutôt touristiques que compétitives au début. Il y avait déjà une pratique un peu compétitive quand tu étais jeune Alors oui, puisque moi j'ai 3 sœurs, un frère, ils ont tous fait du kayak en compétition. Donc le tourisme a donné lieu à être dans un club et à pratiquer de la compétition. Mes sœurs cadettes, elles étaient championnes de France, mais elles n'ont pas continué. Et ma grande sœur, Dominique Quéclin, Grange Quéclin, la femme de Eric, dont on va certainement parler, qui est à la base de tout ce qui est un peu aujourd'hui dans l'équipe slalom. Elle était excellente. Elle a été sélectionnée au championnat du monde de 69 à Bourg. Elle avait 16 ans. Malheureusement, elle s'est cassé la jambe à l'entraînement. Donc, elle a défilé avec une jambe dans le plâtre. Et elle a participé au pré-olympique où elle avait fait 5e, en 71. Donc, j'avais 10 ans. Et malheureusement, à cette époque-là, j'ai envie de dire peut-être déjà, la fédération lui avait dit, on n'emmènera pas de filles, en fait, en 72. C'est pas la peine que tu te prépares. On n'emmènera pas de filles. Donc, vu que nous étions 6 enfants, il fallait quand même que chacun fasse ses études. Elle est partie faire sa prépa, maths sup, etc. pour devenir prof. Et pour quelle raison il n'y a pas eu de filles aux Jeux Olympiques de 72. Il n'y a pas eu de femmes françaises à concourir. Alors qu'elle avait fait 5e au pré-olympique à Augsbourg. Pour quelle raison ? J'ai envie de te dire que la pratique, elle était masculine essentiellement. Les filles, elles étaient là, mais j'ai jamais trop su. Il faudrait interviewer Dominique Quéclin, ça serait intéressant. Elle t'expliquerait ça mieux que moi. Et je sais qu'elle en a gardé quand même une amertume, quoi, parce elle rivalisait pas avec les Allemandes de l'Est, mais elle battait les garçons. Jean-Yves Prigent en a parlé. Elle battait les garçons à l'époque en France. Elle était quand même d'un bon niveau. De toute façon, si j'ai bien compris, même les hommes français rivalisaient pas du coup avec les Allemandes de l'Est. Oui, c'est exact. Mais bon. Donc, j'ai baigné dans cette ambiance de compétition kayak.
jusqu'à mes 10 ans. Et après, et donc mon frère faisait aussi, mon grand frère, tout le monde faisait slalom, descente, tourisme un petit peu avec les parents. Et en fait, après, j'ai eu à 10 ans, j'ai perdu mon papa dans des circonstances pas faciles lors d'une descente de l'Isère. Il a eu un accident cardiaque. Il est décédé, moi j'avais 10 ans, même pas. Et du coup, ça a quand même marqué un brusque arrêt à la pratique de mes grandes sœurs. Et puis, ça a changé notre vie, quoi. On s'est retrouvés avec 6 enfants, toutes seules. Donc, le kayak, on a un peu fait autre chose, les enfants. Et moi, j'ai fait de l'athlétisme. On est arrivé à Antony, dans la banlieue parisienne. On a déménagé. Et j'ai fait de l'athlétisme dans un club super. Et par contre, je faisais du kayak tout le temps, quand même, l'été. Je restais au contact de la fédération. Ma maman a été longtemps bénévole, dirigeante, membre du conseil fédéral, etc. Et donc, tous les étés, j'allais au championnat de France, j'allais aider, je distribuais les dossards. On est vraiment resté dans le milieu. Ma mère était juge, elle est partie en 79 au championnat du monde à Jonquière. Donc, on a tout le temps gardé le contact. Et moi, j'ai fait ma scolarité en région parisienne et je voulais devenir prof de PS. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, le prof de sport. Donc, moi, j'adorais le sport, j'adorais encadrer. Donc, je me suis préparée pour le concours. Et en fait, en 77, j'étais à Bourg, au retour de l'équipe de France, qui venait de remporter la médaille d'or en kayak-homme. 77 à Spital, les garçons ramènent la médaille d'or en slalom. Et après, 78, on a une Coupe d'Europe à Bourg-Saint-Maurice. Et donc, moi, j'étais toujours dans les bénévoles, quoi. C'est comme ça que j'ai rencontré celui qui va devenir mon époux, Jean-Yves Préjean. Tu revenais de Spital? Il n'était pas encore? 77, il revenait de Spital. Il y avait eu quelque chose à Bourg. 78, à nouveau une Coupe d'Europe. Je me rappelle, j'étais porte-pancarte au défilé. Et l'équipe, il me faisait des blagues, tu sais, il restait bien en retrait et tout. Toi, t'es là avec ta plaquette devant, et t'es comme une andouille, et ils sont 100 mètres derrière. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à côtoyer les garçons de l'équipe de France. Et puis surtout, je me suis remise au kayak, en fait, sérieusement. Donc à ce moment-là, t'étais en train de préparer ton concours de prof de PS déjà? Donc t'avais quel âge? Non, à ce moment-là, je passais mon bac. Je terminais ma scolarité. 18 ans, quoi, et je faisais du kayak un peu l'été, comme ça. Et j'étais surtout bénévole sur les manifestations, type championnat de France. Et donc, comme j'ai jamais vraiment arrêté, ça a été facile pour moi de me remettre au kayak. Et j'ai préparé le concours pour rentrer à l'UREPS. À l'époque, ça s'appelait l'UREPS. Le STAPS d'aujourd'hui s'appelait l'UREPS. Université, enseignement, recherche, PS, voilà. Et donc, j'ai eu 2 concours. J'ai eu celui de Orsay et j'avais passé celui de Rennes. J'ai eu les 2. Et je suis partie à Rennes. J'étais déjà avec Jean-Yves et j'avais le projet de refaire du bateau à un bon niveau, plus haut niveau possible, le plus vite possible. Et donc, j'ai arrêté l'athlétisme. J'étais pas mal. Je me faisais bien plaisir dans les épreuves combinées et les crosses. Donc, j'avais une bonne base athlétique. Et donc, j'ai repris le bateau, 78, 79. Et quasiment l'année suivante, à l'époque, il n'y avait pas de junior, de relève et tout ça. On avait juste l'équipe A, l'équipe B. Donc, je suis entrée dans l'équipe B au départ. Et j'ai commencé à faire les Coupes d'Europe. Et en 81, je me suis sélectionnée pour les championnats du monde. J'ai commencé à gagner les courses élites. Et puis voilà. Et puis c'était parti. J'étais dans l'équipe. Quand tu es revenu à Rennes, il y avait déjà une structure un peu développée? Alors, quand je suis venue à Rennes, donc je suis arrivée à Rennes, j'ai eu le bac en 79. Je suis arrivée en septembre 79 avec mes valises et pas mon kayak parce que j'en avais pas encore. Mais il y avait un club, qui est le club de Rennes, qui marchait super. Avec Jean-Yves, Christophe, François Martinez, connu sous le nom de Paco. Ah, il était au club de Rennes? En fait, comme c'est quelqu'un que Jean-Yves a rencontré pendant ses études en prof de PS et qu'ils ont été ensemble à Voiron. Et quand lui s'est installé à Oyonnax, il a monté un club et au départ, il n'avait pas de club. Il était licencié au Kayak Club de Rennes. Okay. C'est l'équipe de choc qui a été championne de France une année. Il y avait un bon groupe qui s'entraînait là-bas. Et donc, moi, j'ai tout de suite été dans ce club. Et il y avait une dynamique d'entraînement. C'est pour ça qu'après, ça paraissait logique. Le jour où le CEF, le CPEF, le CER, le CREC, il y a eu plein de noms, a été officialisé, c'était une évidence qu'il en fallait un à Rennes.
Et il a été officialisé, je dirais, en 83. C'est quoi, ce qui est maintenant ce qui est devenu... C'est l'entreprise fédérale ou c'est... Bah, à l'époque, ça s'appelait le Centre d'entraînement fédéral, le CEF. Ah oui, après, c'est devenu le Pôle France, ouais, quoi. Okay. Et donc, entre 80, Jean-Yves a été nommé il a d'abord été nommé professeur de PS, après il est devenu CTR un tout petit moment, parce qu'après il est devenu entraîneur, mais on avait déjà une dynamique d'entraînement. Sur Rennes, on était nombreux, slalomeurs, descendeurs. Et, il y avait des filles ou t'étais... il y avait des filles, parce que, il y a Anne, qui est arrivée assez vite, qui était cadette à l'époque. Qui est plus jeune que toi. Qui est plus jeune, quelques années plus jeune, qui a commencé au club, quoi. Donc, moi, on l'a accueilli, on était cadre au club, quoi. On a commencé par entraîner le club, j'ai envie de dire, et puis on a créé un groupe d'entraînement qui est devenu régional, puis national. Et après, dont Jean-Yves a pris la tête sous l'égide du pôle France Slalom. Mais au départ, le fameux centre d'entraînement, il y avait des slalomeurs, salomeuses, descendeurs, descendeuses. En filles, il y avait Anne, il y avait Marie-Laure, Étienne, dont tu as peut-être entendu parler, qui a travaillé à la fédération, qui a été déténée adjointe, qui a fait du slalom et qui a fait une carrière aussi descente. Et il y avait en fille, il y avait Anne Desboutés, qui a fait une carrière descente, il y avait Myriam Le Gallo, on était plusieurs quand même. Et en garçon, il y avait, très vite est arrivé Jean-Michel Régnier, un peu plus tard Gilles Clouzot, Jean-Pierre Latimier, cette génération-là. Ouais, c'est des noms. Jean-Pierre Lelanne, plus jeune, mais il est arrivé très jeune, il est arrivé au lycée quand il est arrivé à Rennes. Et puis, on a eu des personnes comme Éric Journeau, qui était directeur du cabinet ministère des Sports jusqu'à très récemment, là. On a eu plein d'athlètes à passer là-bas. Donc donc on s'entraînait, Plaine de Beau, hein, dans le local que tu connais. Ah ouais, ça a pas changé. Ça a pas changé. C'est un garage, quoi. Ouais. Mais c'est un garage où on était bien et où on est toujours bien. Quand t'as envie de t'entraîner et tu sais pourquoi tu te lèves le matin, c'était vraiment pas un problème. Alors forcément, on s'entraînait moins qu'aujourd'hui, mais on était courageux parce qu'on faisait des séances de piscine à 6h avec les pompiers. On faisait de la descente le vendredi à 6h tous ensemble, je me rappelle. Il y avait l'odeur de l'essence de tous les bus de la Star qui partaient sur le pont, là. Donc ça, c'était une séance tous ensemble, slalom descente. On faisait du plat. On faisait beaucoup d'aérobie. On faisait piscine, on faisait muscu, on faisait bateau. On allait à Cervon, bien sûr. Il n'y avait pas de stade d'eau vive, il n'y avait rien. Donc, tout l'hiver, on s'entraînait chez nous. Je veux dire, chez nous, en Bretagne, les Roches du Diable, il y avait que ça, plus Cervon-sur-Vilaine à Rennes. Et on était trop heureux quand arrivaient les sélections. On partait. À partir du mois d'avril, il y avait plus personne en Bretagne, on était tout le temps barrés. On faisait les courses nationales. Classiquement, c'était Bourg-Saint-Maurice, le Larot. Qu'est-ce qu'il y avait comme course inter? Goumois. Enfin, comme course nationale, et puis après, on partait à l'international. On commençait par Miculas, mois d'avril. 3 courses. Ah, c'était dans le froid. Toujours Miculas. Bon, souvent la plus tôt, c'était Miculas. Après, il y avait Merano, il y avait des grandes classiques. À l'époque, on avait l'Angleterre aussi. Bala. Il y avait les rivières naturelles. Voilà, et tout ça s'est construit au fur et à mesure. Donc, j'ai fait partie de cette première équipe. Je reviens à mon histoire. Donc, moi, j'intègre l'UREPS. À l'époque, il n'y avait pas d'aménagement, pas de statut de haut niveau, etc. Tout ça n'existait pas. Pas d'aménagement. Mais j'ai eu la chance que, à un moment, le directeur, c'est devenu Robert Poirier, que tu devrais connaître de nom. C'est un athlète, en fait, un ancien athlète de haut niveau, qui a fait les Jeux et qui était quand même c'était le seul à l'université à être pour la cause des sportifs de haut niveau. Mais heureusement, c'est le directeur. Du coup, ça m'a quand même grandement aidé. Et j'ai fait un peu traîner la licence. Je suis rentrée en 79. À l'époque, ça s'appelait le DEUG, en 2 ans. Et à la licence, à la 3e année. J'ai validé ma licence au bout de 5 ans. À l'époque, c'était pas du tout aménagé pour les sportifs de haut niveau. Non. Mais par contre, à l'époque, c'était des promos de 60. Il y avait un concours. C'était des promos de 60. On faisait du sport, 70% de notre temps. Et ça change des Donc, promos actuels. On faisait natation, on faisait athlétisme, on faisait gym, on faisait voile, on faisait canoë, je vous parle d'un autre siècle, hein. Il y avait des moyens, on partait en stage de 5 jours à Guerlédan. Avec la fac. Avec la fac, ouais. Donc c'était une autre vie, hein. Du coup, il y avait une bonne base sportive à la fac. Et après, moi, j'avais pas de soucis jamais eu de soucis à l'école ni à la fac. Je m'autorisais des absences et j'arrivais grâce à ce fameux directeur que je remercierai jamais assez, de gérer ça, quoi.
et de valider mes années comme si elles étaient dédoublées en fait. Donc j'ai mis 5 ans à avoir une licence de normalement 3 ans. Et par chance, au bout de 5 ans, c'est le professorat de sport qui a été créé. Donc 79-84, qui correspond au meilleur moment de ma carrière quasiment. Je faisais études et sports de haut niveau, et après je suis rentrée en formation, c'était obligatoire par contre, prof de sport PSHN à l'INSEP. Et là, c'était moins aménagé. Et là, on était, c'était quand même très aménagé. C'était la première promo. Il y avait une promo on n'était pas nombreux, peut-être 20, 30 maxi, tous les sports, où on avait une obligation de présence à l'INSEP, mais bon, les kayakistes, ils comprenaient, surtout l'eau vive, qu'on soit pas tout le temps là. Ils nous couraient après. Dans cette promo, il y avait Antoine Gucci, il y avait Marie-Laure Etienne, on était quelques-uns quand même. C'était la première promo de prof de sport. Prof de sport. Et il y avait donc des judokas, je me souviens, il y avait Fabien Canu, il y avait Philippe Omnes en escrime, c'était une belle promo, il y avait Laurent Barbieri en gym, que des personnes qui sont devenues des champions. T'as dû te faire un super réseau à ce moment-là. Non, parce qu'on n'est pas resté tellement en contact. Mais c'était vraiment une super année. Même si c'était galère, parce que donc je suis rentrée en formation le concours d'entrée 86, formation 87, avec le concours en fin d'année, c'était en même temps que le championnat du monde à Bourg-Saint-Maurice. C'était un petit peu galère pour ça. Donc Antoine et moi, on était là à l'INSEP tous les deux, et on préparait tous les deux Bourg-Saint-Maurice. Et j'ai fini juste devant lui au concours, mais lui, il a été champion du monde. Ah oui. Et moi, j'étais 4e, donc j'estime qu'il a mieux géré que moi. Mais Antoine Gucci, il faisait de la descente. Et il a été champion du monde en 87, l'année où on a eu le prof de sport. Ah ouais. Là, il a vraiment réussi le double projet sport-études. Ouais, génial. Et du coup, on a géré quand même. C'était des situations rêvées pour nous. On était sportifs de haut niveau, on allait devenir prof de sport, ça allait nous permettre d'être entraîneur un jour. C'était des belles années. Et donc, je suis restée à Rennes à cette époque-là, j'étais toujours à Rennes. En fait, j'allais à l'INSEP juste pour la formation. Et sinon, on était beaucoup en déplacement partout. Parce qu'il a commencé à y avoir des Coupes du Monde. On a fait des tournées d'été aux États-Unis. C'est arrivé quand le circuit Coupe du Monde? En 88, on faisait des Coupes du Monde. 88. Ouais. Donc 87, je crois pas, mais 88, oui. 89, il y avait un championnat du monde aux États-Unis. Donc après, pour moi, la voie professionnelle. Ça va être en 89? En 89, la voie professionnelle était bouclée. En 87, quand j'ai eu le prof de sport, c'est bon, quoi. J'avais coché la case fin d'études et pouvoir m'entraîner à 100%. Ouais, donc prof de sport, direct, t'as été détaché et t'as pu t'entraîner à fond? Alors, prof de sport, j'ai pas direct été détaché. Il y a une petite histoire, là, anecdote. J'espère qu'Hervé Madoré nous écoutera un jour. Parce que donc, en fait, à l'époque, j'avais gagné quand même, on avait gagné par équipe 3 fois, j'avais fait 3e à Milano. On va y revenir. Et du coup, j'avais un statut de haut niveau. Et je me disais, ça va rouler, quoi, je vais pouvoir avoir quelque chose de sympa. Et en fait, le DTN de l'époque, c'était Hervé Madoré, m'avait dit, non, oui, en fait, j'ai un poste de CTR pour toi, en Champagne-Ardenne. Waouh! Et moi, je voulais un truc, je voulais montrer, il y avait le Pôle France à Rennes, ça marchait bien, je voulais être nommé par là, quoi. Et il me dit, non, c'est Champagne-Ardenne. Ok, et puis si tu le veux pas, tant pis, la région, on saura que tu veux pas venir. Et donc j'ai dit, non, je veux pas ça, quoi. Il m'a dit, tant pis pour toi. Du coup, j'ai été nommée en DDJS, Direction départementale jeunesse et sport, à Alençon. Ah oui, en Normandie. Ouais, en Normandie. Bon, c'était guère mieux. Ouais. Donc là, j'ai dit, comment je vais faire? Et donc on était quand même, on avait la chance d'avoir un président du CNOSF qui était hors pair, il s'appelait Nelson Payou. Il était très proche des athlètes. Et il était très proche du kayak parce que, notamment, il était de la région Aquitaine. C'est un Palois, même, non? Je sais pas si c'est un Palois, mais en tout cas, il était tout le temps sur le Larot. Et c'était un gars qui était sur le terrain, qui était vraiment à l'écoute des entraîneurs, des athlètes. Et moi, je lui ai écrit, je lui ai dit que j'avais un souci, que je pouvais pas continuer ma carrière si j'étais à Alençon. Et grâce à lui et la réaction de notre ministère, j'ai été nommée en fait à la direction régionale de jeunesse et sport de Rennes, Bretagne, sur un poste d'assistante régionale plein air canoë-kayak. Et ça a existé l'année où j'ai été nommée, après ça a pu exister. Mais je suis restée sur un poste de faisant fonction de CTR canoë-kayak. Ouais, c'était ça, c'était les mêmes. Donc pour la fédération, j'étais pas CTR parce que j'avais refusé le poste de Champagne-Ardenne, mais pour le ministère, j'étais CTR canoë-kayak en fait. Donc j'étais dans une situation
confortable en tant qu'athlète. Parce qu'il y avait un super CTR qui s'appelle René Trégaro. Et donc, je travaillais à ses côtés. À l'époque, on avait encore des CTD, conseillers techniques départementaux. Mais Jean-Pierre Lafont, il y avait une bonne équipe. Et moi, je suis arrivée dans cette équipe et puis j'ai fait les missions que je pouvais faire alors que j'étais athlète en même temps, quoi. On y reviendra. Je vais revenir un peu en arrière à comment t'es arrivé au haut niveau en début. Tu disais, t'as commencé par l'équipe B. Je me rappelle plus quelle année. Alors, quand j'ai repris le kayak, c'est en arrivant à Rennes, en septembre 1979, j'ai repris le bateau à bloc. Je savais quand même naviguer. Je savais très mal esquimoter. Ça m'a valu une petite aventure sur la Palaressa. J'avais été invité à un stage et Jean-Yves m'avait prêté. À l'époque, je n'avais pas encore complètement repris le bateau. Il m'a prêté son bateau des championnats du monde, de 79. C'était avant, c'était au printemps. Wow, j'ai dessalé. La rivière, il y a le barrage a lâché. Enfin, pas lâché. Ils ont fait un lâcher d'eau qui n'était pas prévu. J'étais pas du bon côté de la berge. J'étais de l'autre côté. Il fallait que je revienne. Et j'ai jamais réussi à faire le bac. J'ai dessalé. Le bateau en morceaux. Il fallait quelques semaines avant les mondiaux. Ouais, non, quelques mois. Il était amoureux, parce que pour me prêter son bateau. Il l'a réparé, me l'a donné, et puis il en a recommandé un autre. Ah ouais. C'est sympa comme anecdote. Du coup, et là, je me suis dit, bon là, il faut que j'apprenne à esquimoter parfaitement, parce que quand même, on naviguait beaucoup à bourre et tout, c'était craignos. Donc là, je me suis remis sérieusement, j'ai appris à esquimoter. En piscine? Ouais, à la mer. En Bretagne, on a fait ça à la mer, pas mal à la mer et un peu en piscine. Et puis, la première fois que j'ai esquimoté à bourg, j'étais trop contente parce que, à l'époque, les filles, c'était un peu la survie, des fois, sur certains bassins. L'objectif, c'était d'arriver en bas sans avoir dessalé. Après, c'était d'arriver en bas sans avoir fait de 50. En ayant eu toutes les portes. On était un peu à la ramasse, des fois, quoi. Mais bon, ça a super vite évolué. Donc après, l'esquimotage en poche, là, on progresse énorme. Moi, j'avais un niveau tellement bas, tellement nul, j'ai progressé vite, quoi. Bien encadré, avec le Sermon-sur-Vilaine, plus les rivières, plus la navigation à bourg et tout. Donc 79, je me suis vraiment réentraîné sérieusement en kayak. Et puis, je crois qu'en 80, je fais mes premières médailles. En 81, je dois être championne de France. Il y avait des sélections équipe de France, ça marchait comment? Oui, on avait des courses élites. Au tout début, c'était sur les sélectifs nationaux. Pour les sélections équipe de France, ils rajoutaient des portes. Donc tu faisais le sélectif national. Alors ça, moi, je l'ai peut-être fait qu'une fois. À Goumois, t'avais le parcours normal et t'avais des portes en plus. Et les gars de l'équipe de France, ils faisaient les portes en plus. Ok. Et les portes en plus, elles étaient en haut. Elles étaient au départ, pas à l'arrivée, je crois. Ah, c'est-à-dire que ça rajoutait de la distance. Ça rajoutait de la distance et du temps. Ok. Bon, c'était un truc incroyable. Bref, donc c'était sur les sélectifs nationaux avec des millages. T'avais des points et puis c'était l'addition des millages de plusieurs courses. Après, on a eu les courses élites. Alors, c'était différent. C'était des parcours, tout le monde faisait le même et c'était spécifique pour les meilleurs et je dirais la N1 maintenant, quoi. Mais on avait le droit, les entraîneurs avaient le droit d'inviter qui voulait aux courses élites. Ils repéraient, puis c'est un peu comme ça que Sylvain Curinier a dû faire sa première course élite en étant minime, quoi. Attends, minime? Ouais, je crois qu'il était tellement brillant que minime, ça m'étonnerait pas qu'il ait fait une course élite. Mais donc nous, voilà, donc système de course élite, et puis il y avait la sélection au bout de 3 courses élites, on prenait les 2 meilleurs millages sur 3, et hop. Et les 4 meilleurs partaient. Changé, quoi. Les 4 meilleurs partaient, parce qu'à l'époque, il y avait 4. Okay. Et pour l'équipe, on a longtemps fait les 3 premières, à l'époque, en tout cas à mon époque, c'était les 3 premières de l'individuel font l'équipe. Ok. Des piges ou du résultat sur chaque compétition? Non, au championnat du monde. Au championnat du monde, les 3 premières de l'épreuve individuelle faisaient l'épreuve par équipe. Ouais, ça se jouait au championnat du monde. Ouais. Sauf en 93, où j'ai pas couru, moi, ils avaient décidé les résultats avant. Ils avaient décidé qui courait l'équipe avant. Ils avaient pris les 1, 2, 3 des piges. Les filles ont fait 1, 2, 3, mais c'était pas les mêmes. Ah. Et c'est comme ça que Marianne n'a pas fait partie de... Ah, Marianne n'a pas fait partie de l'équipe, ouais. Alors qu'elle était sur le podium. Parce qu'il y avait Myriam, Anne-Marie... C'était Merano, c'est ça? Hein. Non, c'était Noce, Val d'Il-Sol, en Italie. Ah, Merano, okay. C'était en 83. En 93, c'était une autre course, une autre compétition sur une autre rivière. Ok, d'accord. Ah oui, donc il y avait un petit piment à l'individuel. Il fallait être dans les 3 meilleurs pour faire l'équipe. Parce que ça se courait toujours après l'équipe. Toujours après l'équipe. Ouais. Et c'était un format qualif demi-finale ou c'était... Oh non, pas du tout. C'était 2 manches, la meilleure des 2 manches. Ah ouais, c'était la meilleure des 2 manches à l'époque. Ouais. Et c'est basculé quand sur l'addition des 2 manches?
Bon, ça, je sais pas, je suis trop vieille, moi. C'était après, moi. Moi, je suis toujours restée sur la meilleure des deux manches. Ah ouais, d'accord. Donc c'était comme une. Si, ça a basculé sur l'addition des manches au jeu de Atlanta, par exemple, 96, c'était l'addition. Et pareil, il n'y avait pas d'équipe. Finale, c'était direct l'addition des deux manches. Ouais, il y avait pas d'équipe au jeu, bien sûr. Ok. Et donc, tu dis, 81 championne de France? Ouais, je dirais 80, je crois que j'étais médaillée, 81, je devais être championne de France. 82, il me semble que je gagne ma première course internationale à Mezzana, justement, Val d'Isole. Et 83, je suis sur le podium des championnats du monde. Mais ce qui est rigolo, c'est que en 80, ils ont emmené que 3 filles aux pré-mondiaux à Bala, parce qu'il y avait un mondial que tous les 2 ans. Hein. Donc on se préparait un peu 2 ans pour le championnat du monde, et entre les deux, c'était championnat d'Europe, Coupe d'Europe, où étaient invités les étrangers. Bon, c'était un peu spécial. Et en 80, donc je fais pas les pré-mondiaux. J'étais un peu déçue, j'étais 4e, je crois. J'étais les voir. Ça m'a bien donné envie. Et l'année d'après. Parce qu'il y avait quand même 4 places et ils ont essayé de pas emmener 4 bateaux. 3, ouais. Pas assez bonnes, je sais plus. Je sais plus s'ils avaient, non, je crois que dans toutes les catégories, ils avaient pris que 3 bateaux. Faut que je sois objective. Et l'année d'après, moi, je commençais à être pas mal, gagner des courses élites et tout. Et notre chef de file, c'était Jocelyne Roupiose. Elle avait pas pu faire à 77 à Skopje parce que, non, à Skopje en 75, elle n'a pas pu courir parce que l'équipe s'était fait sortir. En 77 à Spital, elle devait être pas mal. Et en 79 à Jonquière, ça avait été pas top pour les filles. Et 80, elle était bien au niveau mondial, elle était dans le top 10, top 5. Et moi, je la battais, des fois. Mais je me disais, par transitivité. En 81, si elle peut faire une médaille, je peux faire une médaille. Donc moi, j'ai été la fleur au fusil à Bala. Je pensais que je pouvais faire une médaille, quoi. Bon, je fais 21e. Ah. Mais elle a fait 3e. Comme quoi, elle pouvait la faire, la médaille. Elle l'a fait. Et ça a été la première médaille femme en slalom, non? Il n'y en a jamais eu avant. Ouais. Je suis pas du monde, je crois pas. Ou alors, si, mais non, c'est de mix, peut-être, du temps de Jeanne Bressot, mais non, kayak dame, je me rappelle pas trop. Ouais. Ça a changé, derrière, le statut des kayak dames dans l'équipe de France? Ce qui a changé, c'est que on s'est occupé de nous. Il y a eu Eric Eklin comme entraîneur. Jocelyne a montré la voie. Un peu comme les C1, tu sais, quand ils disent on se faisait battre par les Américains, Bon, nous, c'était une Anglaise. Il y avait une Anglaise, elle dominait tout. Comment elle s'appelait? Liz Sharman. Elle mesurait, c'était une grande tige, là, avec des grands bras. Et ils avaient un peu triché, en plus, ça va là. Donc, bon. Comment ça? Le fair play anglais, tu connais. Comment ça, ils avaient triché? C'était limite, des fois. Elle, je me rappelle, il y avait un truc, on aurait mis une pénalité, elle avait pas eu, quoi, comme par hasard, quoi. Je reste très, très objective. Non, mais donc, elle survolait le slalom français, donc c'était la femme à battre. Et donc, Jocelyne, 3e, elle s'est rapprochée, quoi. C'était top. Et donc, moi, je l'ai battue, cette fille-là, justement. Je crois que j'ai une photo de podium où elle doit être 2 ou 3e. Pour la première fois, j'ai fait 2 médailles en 82. Ça doit être Laufer et Val d'Isole. En Coupe d'Europe? Non, c'était des courses inter, là, classiques. Et on a vu que, ça y est, ça commençait la brèche était là, quoi. Mais Myriam aussi, qui était super proche. Qui est plus jeune aussi, Myriam? Même âge que moi. Même âge que toi? Ouais. Donc, vous avez été en équipe ensemble depuis le début, et Sylvie Arnaud, même âge aussi. Ah tout le temps ensemble. Ouais. Toutes les médailles que j'ai fait par équipe, il y avait Myriam. Alors ça commence quand, les médailles par équipe? Alors donc 83, moi je suis super heureuse, 3e, derrière 2 Anglaises. 83 au championnat du monde? Ouais, à Merano, ouais. Ah ouais, ça a dû être donc moi sur le podium, j'étais comme si j'avais gagné. Hein. Liz Sharman, elle était même pas joyeuse, première. Moi 3e, on avait bu le champagne avant, on avait gagné l'équipe aussi. Donc ça fait 2 championnats du monde de suite où les filles, vous faites médaille. Ouais. Pas de médaille chez les hommes? Merano, non. Il y avait le C1, je crois. Peut-être. Jeannot Sonnelier. Et le C2. Je t'avoue que j'ai plus de souvenirs sur les... Il y avait le C2, je suis quasiment sûr. Mais vous êtes à une des premières catégories, en fait, à faire des médailles à l'inter. Ouais. C'est ce que disaient d'ailleurs les kayakом avaient fait l'or à Spital. Les kayakom ont fait l'or à Spital. En équipe. Ça montrait qu'on pouvait être là, les Français. Après, nous, on a fait donc bronze en individuel. Et surtout, l'or en équipe. C'était la surprise générale un peu pour les autres. Pour nous, quand même, on s'était préparés. On était super heureuses. Donc, on avait bu de champagne avant le podium. On était complètement joyeuses sur le podium. Et après, ça a été le début d'une longue série, quoi. Parce que après, on a quand même gagné beaucoup de médailles. Et j'ai l'impression, en entendant Pedro, en t'entendant, qu'il y avait vraiment
un espèce de plafond de verre avant les années 80. Je crois qu'il y avait les Allemands de l'Est, enfin les Allemands de l'Est en général. Les Américains côté C1 là. Richard en K1. Ouais, et voilà, il y avait Liz Sherman, les Anglais, ils étaient très forts les Anglais. Hein. Ils avaient aussi un C1 à la Nedge, ils avaient puis quand c'était plus Richard, c'était un autre. Enfin bref, les Anglais, les Allemands, les Tchèques à l'époque, ils étaient très forts en C2. Donc vous alliez pas sur les courses en vous disant on peut jouer avec ces gens-là, quoi. Ben, je dirais que si, ça a quand même changé dans les années 80, quoi. Ouais, c'est à ce moment-là que vous avez commencé à vous dire... aussi, quand ça a commencé à se structurer. Parce que quand même, les Allemands de l'Est, c'était sport d'État, quoi. Ils arrivaient avec des bus, enfin, c'était hyper... nous, c'était olé un peu. Et dès que ça s'est structuré, ça a amené des résultats. Il y a des entraîneurs compétents Pedro, il en parle, là, qui se sont beaucoup investis. On a travaillé beaucoup plus scientifiquement. Enfin, je sais que sur Rennes, on a eu la chance de rencontrer François Carré, on a commencé à faire des choses. Déjà à l'époque. La prise de lactate, enfin vraiment quand même optimiser. François Carré, pour ceux qui connaissent pas, c'est cardiologue du sport. Voilà, qui était le médecin des équipes de France dans les années 80, 90 jusqu'à 2000, je dirais. Ok. Et donc c'était quelqu'un de très pointu au plan physiologique et sur Rennes mais je sais qu'à Besançon ils ont fait pareil. Toulouse, tout le monde s'est structuré, on a apporté des nouveaux services, on s'est entraîné tous les jours, on a monté des bassins. Alors qu'avant, on allait en stage à la Palaressa, il y avait 0 porte sur la rivière. On commençait par monter les portes. Hein. Un stage de 5 jours, il y avait montage de porte premier jour et démontage le dernier jour. Les 3 jours de bateau. Non, mais du coup, ça c'est quand même, on s'est organisé, on a été plus nombreux, on a fait du travail par catégorie, mais en gardant une dynamique collective générale. On est toujours tous au même endroit, au même stage, en même temps. Après, ça a un peu évolué. Il y a les C2 qui sont partis au Maroc, des choses comme ça, mais il y a eu toute une période de construction hyper solide sur... Et est-ce que toute cette construction, elle a été impulsée par quelqu'un ou par l'État ou... j'ai envie de te dire, le jour où on a nommé Eric, il était tout seul, là, Eric Quéclin. Il était l'entraîneur en chef responsable du slalom. Ah, il était seul entraîneur. Tout seul. Il était un. Et donc au départ, il avait des cadres techniques qui entraînaient les athlètes. Par exemple, Claude Péché, le papa de Benoît, est devenu entraîneur des kayakums. Il était entraîneur des kayakums à Jonquière et à Hôpital, je pense. Et peut-être, enfin, c'était des CTR qui venaient sur leur temps libre entraîner l'équipe. Et ça a commencé à se professionnaliser en 81. L'arrivée de personnes comme Pedro, comme Roby, comme Jean-Yves après 83, Robert Platt. Ouais, donc c'est Eric qui a impulsé de recruter des entraîneurs sur des pôles, de créer des pôles, etc. La création des pôles, bon ça c'est l'État aussi. Il y a eu l'État qui a mis en place, parce que les pôles sont arrivés plus tard. Nous on a créé les centres d'entraînement et après ça s'est transformé en pôle avec les systèmes de la filière de haut niveau, etc. C'est venu après. Ça c'est le ministère qui a financé tout ça. Mais en amont, la fédération avait déjà, par la personne d'Eric, sous l'impulsion du DTN de l'époque, de structurer, quoi. Le DTN de l'époque, c'était Hervé, déjà? Eh ben non, c'était pas Hervé. Hervé, il était athlète. Là, il était athlète en 81. Le DTN de l'époque, c'était Daniel Curtil. D'accord. Il y a eu le père Ollery, Jean Ollery, puis Daniel Curtil, puis Hervé Maloré, mais plus tard. Qui a été, du coup, DTN assez jeune? Oui, il a eu des directeurs des équipes de France, et après DTN. Mais c'était plus tard, parce que je pense qu'il était DTN qu'en 88 à Séoul, il était peut-être même pas encore DTN, il était directeur des équipes de France à l'époque. Donc on revient à ta carrière d'athlète, 83, médaille au championnat du monde, ça change beaucoup de choses? Bon, à la ville de Rennes, une bonne image du canoë-kayak, pour localement parlant, en Bretagne, la ville. Après, à l'époque, on n'avait pas de sponsor. Moi, mon seul sponsor, c'était Feuillette, c'était les bateaux Feuillette. Il nous a toujours, parce que il y avait Jean-Yves aussi, puis il y avait tout un team. Il a toujours été super à l'écoute. On a fait plein d'évolutions de bateaux. Alors, je suis nulle dans les noms de bateaux, mais il y en a eu plein. Tu dois connaître ça mieux que moi, mais il y a eu l'élite Bala qu'on avait fait pour Bala. Des bateaux pointus avec des grandes pointes, tout plats. Il y a eu le rocker, le rocker 1, le rocker 2. Donc ça, c'était un gros sponsor, le bateau. Quand on avait la possibilité d'avoir un constructeur perso, c'était
C'était top. Donc c'est lui qui les faisait, les bateaux. Ouais, il était constructeur. Il a été pagayeur. Donc en 79, il courait encore avec Hervé Madoré en C2 descente. Ça a été un athlète incroyablement remarquable, Alain Feuillette. Il a été multiple champion du monde, etc. Et donc c'était un gros sponsor pour nous. Donc il était content que les bateaux aient des médailles. Hein. Ouais. Ça, forcément, ça, à l'époque, il y avait beaucoup de marchés, il y a beaucoup de constructeurs français. Guillard, Feuillette, dans le sud, il y en avait, je sais plus, de m'en vouloir. Enfin, c'était pas des constructeurs tchèques et compagnie, portugais. Il y a beaucoup d'activités en France. Tu vendais à l'étranger aussi, beaucoup ou... Ouais. Pas que, parce qu'il y avait les Allemands, il y avait Prigent qui était pas mal présent, il y avait... Avec Prigent, ouais. Ok. Donc ouais, ça a pas changé grand-chose. Si, ça a changé que ça nous a rapproché un tout petit peu, ça m'a rapproché un tout petit peu de la course en ligne. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment deux mondes différents. Eux, ils étaient olympiques, nous pas. On était comme si on n'était pas dans la même fédé. Moi, j'étais en 84, je crois que j'étais représentante des athlètes au Conseil fédéral de l'époque. Et franchement, on se croisait 2-3 fois, quoi, même pas. Et le fait d'avoir été médaillé, notamment notre médaille d'or, on a été la médaille d'or par équipe plus que la médaille individuelle. On a été invité à l'Académie des sports avec des grands sportifs comme Boubka et compagnie, des sportifs français internationaux aussi, d'autres sports. Donc ça nous a un peu ouvert d'autres relations. Et par contre, et en kayak, je suis l'époque de Boucherie, Pascal Boucherie. Ça nous a rapprochés de la ligne. On se croisait sur des palmarès, sur des opérations de presse. Il y avait pas mal d'opérations de presse. On faisait un truc qui s'appelait la Terrasse Martini. C'était à Paris. Il y avait les journalistes qui étaient invités. On faisait plein de trucs bien. Donc ça, du coup, on y avait droit parce qu'on était médaillés. Donc ça, c'est des choses qui étaient mises en place par la course en ligne, qui était olympique et qui étaient très... Non, c'était mis en place par la fédération, par le service com de la fédération. Et là, ils invitaient pas que les olympiques, ils invitaient aussi, je sais plus, le monde et tout ça. Et c'était sympa. C'était à peu près quand même les seuls moments où on pouvait se mélanger à rencontrer les athlètes de la ligne. Ça vous a apporté? Bah oui, quand même, de côtoyer, de pouvoir discuter, échanger avec des personnes qui vont au jeu, qui ont des palmarès impressionnants et qui font la même chose que nous, de s'entraîner au quotidien. C'était un moment privilégié. On avait la chance à Rennes de quand même côtoyer les descendeurs, parce que descendeurs seulement on était très proches, puisqu'on avait les championnats du monde toujours au même endroit, à suivre mais toujours au même endroit. Donc on côtoyait déjà quand même les disciplines d'eau vive, on se côtoyait bien. Mais local, à Rennes, il n'y en avait pas trop et on les côtoyait moins. Je côtoyais Claudine Leroux, qui était une athlète bretonne qui a fait les Jeux en 88. En K4? En K4 femmes, ouais. Mais voilà, donc ça a changé ça. Je me rappelle pas que ça ait changé beaucoup plus. Est-ce qu'ils étaient beaucoup plus professionnels que vous? Si, ça a changé quelque chose. Je sais pas trop. Non, je crois pas. Malgré tout, ils avaient des études, des boulots comme nous. Si, ça a changé. Je me rappelle que Madoré, est-ce que c'est arrivé plus tard? Il était déjà, quand il a changé, qu'il a arrêté athlète et qu'il a pris une fonction à la fédération, j'avais été le voir il y avait des dispositifs qui s'appelaient la promotion sociale. Et la promotion sociale, c'était une bourse, par exemple, pour préparer un brevet d'État, t'avais un salaire, quoi. C'était pas grand chose, mais t'avais un salaire. Et les calories, il y avait ça. Et je m'étais dit, ça serait bien d'avoir ça pour préparer le prof de sport, quoi. Parce que moi, j'avais pas de ressources et tout, c'était pas simple. J'avais été le voir. J'avais dû aller le voir en 82, parce que je savais que faudrait que je fasse les brevets d'État, que le prof de sport allait pas sortir tout de suite. Il m'avait répondu, mais il y a pas de souci, mais ça, faut être médaillé. Faut être en élite. Il y avait quand même les listes élite senior, tout ça, là. Ah ouais, ça a pas changé. Ouais, et moi, je me souviens, du coup, quand j'avais été médaillée au championnat du monde, j'étais retournée le voir. Je lui ai dit, maintenant, c'est bon, je suis médaillée. Mais c'était pas si simple que ça, en fait. Il suffisait pas d'être médaillé. Mais ça s'était fait quand même. Ouais. Ça s'était fait. Notamment grâce à Feuillette, parce qu'en fait, il fallait avoir eu un employeur, etc. Et du coup, il m'a embauché, en fait. J'ai pu travailler comme si j'étais une sorte d'alternante chez lui. Ça m'a donné accès à la promotion sociale. Sinon, j'aurais pas eu la possibilité. Donc, ça m'a aidé. J'ai fait 2 ans sous ce dispositif avant de pouvoir intégrer définitivement prof de sport et après avoir un salaire.
Parce que sinon, c'était compliqué, quoi. Je n'avais pas de parents pour subvenir à mes ressources, à mes besoins en kayak. Et donc, les saisons, ça coûtait un peu d'argent déjà. Ça t'a amené une capacité à plus t'entraîner, etc. Ou juste ça a comblé un vide financier qu'avant, qui était très compliqué? Parce que du coup, t'as pu être plus performante, plus impliqué. Non, le financement, le professionnalisme, en fait. Oh bah oui, ça. T'as pu plus t'entraîner, etc. Bah, surtout, moi, je travaillais l'été, par exemple. Ouais. J'ai encadré, j'ai créé. À l'époque, j'ai été beaucoup bénévole au comité régional et au club, et donc je pouvais pas tout faire bénévolement. Et l'été, j'ai contribué. On avait monté une école de kayak de mer à Saint-Sulliac, qui ensuite est devenu le club des corsaires malinois, en fait, de kayak. Et j'étais rémunérée pour ça. Je faisais comme un mois à l'époque, c'était le BE. Mon BE me permettait de travailler. Je travaillais tout le mois d'août. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de compète au mois d'août. Mais après, il y a commencé à avoir des compétitions au mois d'août, avec les tournées aux courses champions aux États-Unis et tout. Donc, tu pouvais pas travailler et aller faire les compètes. Donc, c'était le bienvenu d'avoir une aide sociale. Ouais. Ça permettait, du coup, de partir en compétition au lieu de rester travailler. Ouais, donc quand même, le moment où tu peux te professionnaliser un peu, ça t'a vraiment amené. Alors, c'était loin d'être professionnel, parce que c'était... Moi, avant d'avoir ça, j'ai fait des petits boulots, encadrant. Je travaillais pour le centre d'initiation sportive de la ville de Rennes. Je travaillais tous les mercredis matins, j'accueillais c'était au kayak. C'est comme ça que j'ai eu des anciens pagayeurs et des dirigeants de maintenant. Jérôme Le Garal, il est arrivé à 6 ans au club par l'intermédiaire du centre d'initiation sportive dont je m'occupais. Et ça, c'était la ville qui me rémunérait pour ça. Donc c'est vrai que le fait d'avoir été médaillé m'a aidé m'a ouvert quelques portes pour avoir plus facilement des aides, des reconnaissances qui malgré tout permettaient de mieux s'entraîner. Et t'as quel regard maintenant aujourd'hui, je fais un long bond en avant parce que du coup on en parlera, mais t'as dirigé ensuite le Pôle France de Rennes, tu diriges maintenant celui de Vert, donc t'as beaucoup accompagné des athlètes sur cet aspect double projet. Moi, j'ai été athlète dans ton pôle à Rennes et maintenant aujourd'hui, je me rappelle que tu nous as toujours poussé à faire double projet sport-études. T'as quel regard maintenant sur ce double projet et puis sur l'aspect professionnalisme des athlètes, être à plein temps sur le sport? Alors, j'ai envie de dire que c'est déjà très perso. Il y a des personnes qui ont absolument besoin de faire autre chose que de s'entraîner au quotidien et qui sont inquiètes qui peuvent être un peu inquiètes sur leur avenir et qui ont envie de sécuriser des choses. Donc, je pense que de toute façon, ça reste d'actualité, le double projet. Faut l'organiser. Et ça s'organise de manière très différente selon les individus, leur histoire, leur milieu familial. Il y a des milieux dans lesquels on n'a pas le choix. On doit s'auto-assumer financièrement. C'est pas évident. Comme on n'est pas un sport professionnel, je crois que c'est à chacun de construire sa route. Pour moi, tout est possible. Avec le recul, je me dis que moi, entre guillemets, j'ai fait du distanciel avant l'heure. À la fac, notamment, je pense. Ça, c'est indispensable. Enfin, je pense qu'on peut pas faire les fameux doubles. Je pense qu'il y a deux parties. Il y a le double projet études et après le double projet quand on est effectivement diplômé, qu'on est éventuellement salarié d'une boîte ou qu'on vit d'un dispositif français qui est d'accompagnement du sport, parce qu'en France quand même on accompagne énormément le sport. Tu fais partie de l'armée des champions, tu vois bien qu'il y a des choses qui existent pour que quand même les athlètes amateurs puissent exercer leur quotidien professionnel sportif tout en ayant un salaire. Donc moi je trouve que ça évolue plutôt bien. C'est compliqué je pense que pour l'athlète, il faut que l'accompagner pour qu'il se projette et puis qu'il s'organise. Évidemment qu'on peut pas faire les deux en même temps à 100%. Ça, on l'a tous fait un peu. Jean-Yves, moi, tu sais, etc. En même temps qu'on s'entraîne. On sait qu'il y a de la perte en ligne et qu'à un moment il faut faire des choix. Donc choisir, c'est renoncer. C'est pas forcément simple. Surtout pour ceux qui ont des métiers. Je pense actuellement aux kinés. C'est quand même ceux qui ont fait des études de kiné et qui sont kinés. Si tu fais pas kiné pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu peux perdre une certaine expertise. Donc, franchement, ça s'organise. Pour moi, ça a énormément évolué, mais nous, on le faisait déjà, j'ai l'impression. C'est des choix, en fait. Il y a un moment, tu choisis au début, t'es à 50% de ton objectif sportif et t'es 50%, puis à un moment, tu bascules à 100%, quoi. Sport. Ça veut pas dire que t'as tout lâché à côté, mais t'as fait en sorte que quand tu vas en prendre, on connaît ça doublement, les femmes, parce qu'il y a un moment où on choisit d'avoir des enfants, donc, faut bien qu'on ait réfléchi à tout ça pour que ça s'organise.
Donc je suis pas inquiète, je trouve que la France accompagne quand même bien. Après, il faut passer du temps. Passer du temps pour... Et puis il faut laisser du temps. On fait pas à 12 ans la même chose qu'à 17 et qu'à 23 ou qu'à 35. Comme les carrières en kayak par chance peuvent être quand même très longues, ce qui n'est pas le cas de la gym, par exemple. Il y a un âge où ça se termine quand même assez vite. Je pense qu'en kayak, on a le temps de construire sans se stresser. La Covid, la pandémie a au moins un avantage, c'est que quand même accélérer la mise en place de plateformes numériques pour tout faire. Et donc il y a quand même des facilités aujourd'hui qu'on n'avait pas nous à l'époque. Quand on partait. On n'avait pas les ordi à distance pour suivre des cours et tout ça, ça n'existait pas. Tu demandais pas les cours à tes potes sur Facebook, quoi. Non, ça c'était juste pas possible. Mais bon, ça nous a pas empêché d'avancer dans nos études et de réussir. Hein. Et la concurrence à l'étranger fonctionnait comment sur le professionnel? Il y avait déjà beaucoup d'autres pays qui embauchaient leurs athlètes dans l'armée, non? Ah bah c'est sûr. Bon, tout ce qui était Allemagne de l'Est, c'était athlètes d'État. Les Russes, ils étaient pas trop présents chez nous, non. Mais en course en ligne. Enfin, on sait que il y a plein de pays, c'est sport d'État, donc ils étaient pas mal à l'armée, oui. Je pense que les Tchèques, je me rappelle, le papa de Lukáš Rohan, il était déjà à l'armée à l'époque. Le club de Brandis à côté de Prague, c'est le camp militaire et ils étaient déjà là. Hein. Les C2 Tchèques, ils étaient là-bas, lui il en faisait partie. Et donc je pense qu'il y a des pays, ils étaient déjà là-dedans. Et à l'inverse, il y a des pays, les fameux Américains, eux c'était privé à bloc. Hein. Ils n'avaient pas d'accompagnement d'État. C'était déjà, je m'entraîne à 6h le matin, je vais bosser, je reviens le soir à 6h. Moi on a fait 1 mois d'entraînement aux États-Unis avec Myriam. On s'entraînait à 6h le matin avec John et compagnie. Là. Et puis après, on attendait. Et puis le midi, on faisait un truc toute seule. Et puis le soir, on retournait à Great Falls avec eux. Et voilà, quoi. Leur journée, c'était s'entraîner, boulot, manger, s'entraîner, dodo, quoi. Vous êtes passé aussi par ce fameux stage aux États-Unis que beaucoup ont fait. Ouais, on s'est régalé. Ouais, on est partis que toutes les deux. On est partis que toutes les deux. Et d'entrée de jeu, dès le lendemain matin de notre arrivée, 6h avec Bill Nicott, 3, 2, 1, go, 3, 2, 1, go. Et comme ça, tous les jours. Ou sur des comme ça, tous les jours, ouais. Il y avait de tout. Beaucoup de five. Il y avait beaucoup d'eau vive. On est arrivé, nous, c'était la crue sur le Potomac. Et donc, ils nous ont emmenés sur le Potomac. Et là, on a réalisé qu'on était à la masse complète. Et il y avait des énormes vagues, c'était monstrueux. C'est des rivières super larges. Je me rappelle très bien en gros, il nous a dit, bon, là, faut pas nager, quoi. Et alors, nous, ça nous a fait trembler, tu vois. Myriam, elle a tapé le latéral dans un contre. On était encore tremblante le soir. Et j'avais discuté avec un Français là-bas qui m'avait dit, vous avez fait le Potomac, c'est bien. C'était comment le rapide de Little Falls, le caillou, vous êtes passé à droite, à gauche, je dis, il y avait pas de caillou. Je crois qu'il y avait, je sais pas combien de milliers de mètres cubes là-dedans. Et donc, on s'est régalé. On a fait beaucoup d'eau vive, on a fait beaucoup de chrono. On s'est entraîné en confront direct avec eux. Et les C1 Cardam, c'était pas mal. Puis il y avait des filles, il y avait Cathy Hearn, qui était déjà excellente. Et quand on est revenu, je me rappelle, il y avait une course élite à Albi. C'était en crue. Bon, nous, on embarquait en haut, on trouvait ça pipi de chat. Tout le monde disait, mais vous êtes dingos, les filles. Vous allez pas aller là-haut. Puis nous, on trouvait ça normal. On revenait du Potomac à je sais pas combien de mètres cubes. Donc, pourquoi tout est relatif, en fait. Changé, quoi. Ah ouais, ça nous a changé, ouais. Après, Augsbourg, ça nous paraissait, le pipi de chat, quoi. Alors qu'Augsbourg, c'était toujours la galère. On était toujours coincés dans les rouleaux partout. Donc, on s'est régalé, ouais. Ce stage, ça a été le début d'une longue collaboration avec Myriam, parce qu'après, on est souvent partis. Mois de février-mars, quand ici, on n'avait pas de stade de vive, il n'y avait pas Pau, enfin, on n'avait pas beaucoup de sites d'entraînement top. Et on est beaucoup partis ensemble. On est partis ensemble, en tout cas, au Canada, avec Richard. Au Canada, du côté de Vancouver, on est parti en Nouvelle-Zélande, on est parti. Et juste, je reviens sur ce stage aux États-Unis. C'est un truc qui vous a été conseillé, ça a été soutenu par la Fédé, ou c'est vraiment vous vous êtes dit, faut qu'on y aille, faut qu'on aille voir ce qui se passe elle était comme moi, on était dispo, bon, ça doit être les deux. Peut-être quelqu'un l'avait fait avant nous, je sais plus, Jeannot, quand il avait été aux États-Unis. Plus tard, lui. Non, on avait envie d'y aller, on commençait à faire les tournées champions l'été, moi, Cathy Hearn est la marraine d'une de mes filles. On avait des relations amicales avec les Américains. On les connaissait quand même. Jean-Yves avait été aux États-Unis, travailler avec Bill Endicott, du coup, il avait une bonne relation avec Bill. Donc, on était accueillis quand même, on était acceptés sur les séances. Vous étiez hébergé Richard, en plus, Richard, il n'était pas avec nous, hein, quand on est allé aux États-Unis. Mais on avait une petite maison. Là-bas.
à Washington DC. On était complètement en immersion avec eux. Okay, c'était pas financé par la fédération, c'était une initiative personnelle. Ouais, vous vous avez dit, faut qu'on aille voir ce qui se passe là-bas. Ouais. Ah, génial. On revient sur la carrière athlète encore. On s'était arrêté en 83. Bah après, 84, moi je gagne l'équivalent de la Coupe d'Europe. Le général? Ouais, non, là, à Bourg, je gagne la dernière course et la finale, je crois, il y avait un classement général, je sais plus trop, en battant Alice Sherman. Donc là, on voit qu'on est dans le coup, quoi. Myriam aussi, on avait plusieurs à commencer à être sur les podiums. Donc ça, c'est bien, quoi. Ça montre qu'on est sur la bonne voie. 85, on récidive. Bon, moi, j'étais un peu la favorite à Augsbourg. C'est un bassin que j'adorais, en plus. Et puis, il y a une Allemande, là, qui sort de nulle part, qu'on appelait Nounours. Super grande, super costaud. Pas de l'Est, hein. Pourquoi vous l'appeliez Nounours? Bah, parce qu'elle ressemblait à un nounours. Et donc, c'était notre petite blague. Et elle, bon, elle connaissait par cœur le bassin. Elle était allemande, hein. C'est la seule course qu'elle a jamais gagnée de sa vie, quoi. Waouh, c'était la haine. Et toi, moi, je fais deuxième. Tu fais deuxième juste derrière. Ouais. C'est la meilleure des deux manches. Et bon, après, j'ai fait des petites erreurs de préparation. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas de restrictions sur les poids des bateaux. Ah ouais. Ouais. Et donc, on tirait des bateaux à 5 kilos en nid d'abeille. Sous verre, sous vide et tout, bazar. Enfin, avec feuillette. À 5 kilos? Ouais, Toff, Christophe Prigent, il a eu un bateau à 5-6 kilos, quoi. Donc, on était devenus des dingos d'avoir des bateaux toujours plus légers, tu sais, rigides et tout. Et je crois que j'ai fait des bêtises avec ça. J'ai dû changer de bateau un peu avant, pas reprendre mon autre. Enfin, je sais pas si sur le matériel, j'étais pas top. Le reste, ça allait. Parce que c'était pas encore carbone et tout, à ce moment-là. Si, déjà, je crois. Oui, si, on avait des bateaux carbone. Bon, bref, au niveau matériel, je sais qu'on était un peu sur la frénésie. Il y avait pas. Et après est venue la limite. Hein. Ils ont remis une marge parce que c'était la guerre à l'armement là sur les bateaux. Il tenait combien de temps le bateau? Ouais, ben non, ils étaient hyper rigides. Quand ils cassaient, mais ils étaient hyper rigides. Bon, sur le matériel, je crois pas que j'avais été top. Le reste, bon, j'ai juste une figure que j'ai ratée. Enfin bref, je finis deuxième en faisant une course dont j'ai pas grand souvenir. Bon, j'étais contente, mais j'étais quand même vénère. Myriam est quatrième et on regagne en équipe. On a gagné 3 fois de suite, donc la même équipe. Et donc ça, c'était top quand même, quoi. Ouais, c'était important les courses par équipe. Ah bah aussi important que l'individuel. Hein. Ah ouais, carrément. Ah bah ouais. Il n'y avait pas de différence. Enfin, il n'y a pas de différence. Il y en avait une sportivement parlant pour nous, mais c'était hyper important les courses par équipe. Enfin, on était fiers de gagner des courses par équipe, et puis on n'était pas content de ne pas les faire. Hein. Quand c'était pas sélectionné dans l'équipe, t'étais pas content. Faisais un peu la gueule. Ça a bien changé maintenant. Ouais, mais c'est l'Olympique hein, qui a changé ça. Hein. Ouais. Après, non, c'est pas vrai, parce qu'en descente, aujourd'hui, c'est pas olympique. Il y a un peu moins d'importance aux courses par équipe, mais quand même, la valeur de l'équipe, elle est un individu fort dans une équipe forte, quoi. Je sais que Pierre Michel, l'actuel manager de descente, il aime bien démarrer. Les équipes sont avant maintenant. À la fois, c'est pas l'objectif, mais à la fois, il trouve que c'est mieux de démarrer sur une dynamique. On est là, quoi. Et où tout le monde a envie, on donne son maximum, et voilà, quoi. Ouais, ça met de la confiance pour la suite. Et puis, tu vois, le classement général des nations, bah, il y a tout qui compte, hein. Donc, à un moment, si il y a des trucs que tu fais pas, ou que t'as pas envie de faire, ou que t'es pas bon, ça baisse ta place, hein. Et notre ministère, il regarde ça. Ouais. Quel est notre rang de nation? Non, puis on s'éclatait sur les courses par équipe. On s'amusait. C'était sport, hein. Avec des bâtons longs à 3 à Augsbourg, je peux te dire, c'était sport, les stops. Ouais, Augsbourg, c'est tordu. Non, puis à Bourg, c'est un vrai plaisir. Non, c'est... Et c'était déjà Eric Coquelin qui vous coachait? Alors, Eric a pris les kayaks dames, oui. 80, 81, et puis oui, il a continué jusqu'à au moins 87, c'est sûr, et 89, après, ça a commencé à changer. C'était un super entraîneur? Ah oui, super entraîneur. Hyper en avance sur son temps. Lui, la pratique de la prépa mentale, le suivi, l'accompagnement de l'athlète, la tête au centre du projet, la dynamique d'équipe, il gérait tout ça. Plus le reste, il a quand même créé le guide des bassins de slalom, le guide de physio, les planifs, et à la base de tout ça. C'est quoi le guide des bassins de slalom?
Dans les années 80, je t'ai dit, on montait nous-mêmes les portes en Espagne, parce qu'on n'avait pas ce qu'il faut. Donc, il y a un moment, l'équipe Salom a dit, il nous faut des bassins en France, quoi. On va faire un état de ce qu'on a. Et donc, on avait un guide qui était jaune, où il y avait tous les bassins de slalom en France avec les caractéristiques. Où c'est, la pente, qui monte le bassin, à partir de quand il est monté, enfin. Et donc, mine de rien, ça a énormément développé le slalom, quoi. Parce qu'aussi, il y a des endroits où il y avait peut-être un slalom que pendant la compète, tu vois, genre Latus, on montait que pendant la compète. La sélectif nationale, et après, les dirigeants, les athlètes, les entraîneurs ont eu, de chaque région, a eu l'idée de se dire, tiens, on va pas monter que pendant la compète, on va monter un mois avant, un mois après, puis après, on va monter 6 mois, puis après, on va faire un bassin permanent. Puis chaque club a commencé à vouloir son bassin permanent. Et c'est comme ça qu'en Bretagne, dans le même temps, une personne qui s'appelle Michel Tostivin, qui était le premier CTR de Bretagne, a dit, on va faire un plan d'équipement avec le président de la Ligue de l'époque. Enfin, c'est Christian Huneau qui a mis en œuvre, mais on va faire un plan d'équipement régional de nos bassins. On a les roches, mais maintenant, il nous faut, dans chaque département, il faut qu'on ait des bassins dignes de ce nom. Alors, on avait des petits bassins. On avait des petits bassins. On avait Skifiec à Guingamp, on avait Serpent-sur-Vilaine, on avait Mur de Bretagne, on avait Pontivy, et puis après, donc ça, il y avait tous les petits bassins bretons, mais du coup, la France entière avait, je me rappelle qu'il y avait Goumois. Dans chaque France, il y avait un bassin, dans chaque région de France, il y avait un bassin phare. Et il y avait des petits bassins. Et aujourd'hui, plus personne se pose la question. Quand tu vas quelque part, il y a des portes, en fait. C'était pas le cas avant. Et c'est à ce moment-là le début des projets de construction de bassins artificiels. Bassins artifs. Ils ont commencé à arriver à ce moment-là. Là, les projets dans les années 80, parce que Saint-Pierre-de-Bœuf a été le premier. Il y a eu Vichy, évidemment. Vichy existait déjà. Mais on n'aimait pas trop Vichy. C'était quand même pas le top. Soi-disant, ça ressemblait à Augsbourg, mais pas du tout. Donc après, c'était Saint-Pierre-de-Bœuf. 1980, 81, on a fait les premières courses là-bas. Et puis après, ça a lancé tous les bassins artificiels qu'on connaît. Et moi, je connais mieux, parce que je les ai un peu suivis côté boulot. En Bretagne, Lannion, inauguration en 92. Lochrist, Cesson-Sévigné. Donc Eric a impulsé, pour moi, il a impulsé ça quand même, cette structuration en termes d'équipement, la structuration en termes de planification sur le plan physique, et la structuration humaine, des coachs qui accompagnent des athlètes et qui faisaient tout, qui étaient à la fois préparateur mental, physique, coach technique, une personne comme Pierre, elle a bien décrit, il faisait... Ouais, Pierre disait qu'il avait au tout aussi début, cherché à se faire accompagner assez vite. Au tout début, on est dans les années 80. Ouais, ok. Très vite est arrivée l'équipe vidéo. L'équipe de soutien. Celle-là, elle est arrivée très vite. Très vite. Parce que François Carré, dont on a parlé tout à l'heure, l'avait intégrée avec Jean-Louis Tessot, avec Yvon Olry, avec Paco, avec Richou. Ils étaient là en 89 à Savage. En 87, on était en France, donc c'était un peu spécial, c'était différent. En 85, oui, c'est sûr, l'équipe technique est arrivée très vite. Ça a apporté beaucoup? Beaucoup. Ouais. Énormément. Il jouait quel rôle vis-à-vis des athlètes? Il jouait, déjà, ça nous permettait d'améliorer le standing à l'époque. Je me rappelle, 84, on faisait des courses en Angleterre, on campait, on se faisait la bouffe. Donc quand l'équipe technique est arrivée, tu te doutes bien qu'ils ont eu des missions de type, on va faire les courses, on faisait encore des trucs, mais ils faisaient la cuisine, ils organisaient les barbecues. Il y avait tout le côté, ça nous donnait plus de temps pour nous reposer, nous entraîner. Donc ils ont vraiment été, énormément soutien. En plus d'être joyeux, dynamique, reposé. Ouais, c'était un peu ça ma question plutôt en fait. Alors qu'à Bala, tu vois, il y avait pas d'équipe, il y avait une toute petite équipe technique, je pense, il y avait que le coaching rapproché. Donc on était dans des bungalows, je me rappelle, avec pluie pendant 15 jours, je sais pas, 15 jours de pluie quasiment. Et donc on s'auto-gérait et l'équipe technique a été la bienvenue, ouais. Au début, elle est venue par la vidéo parce qu'il y avait aucun système vidéo de compétition. Donc ils faisaient les vidéos, les chronos, puis rapidement ils ont tout fait en fait. C'est seulement après qu'on a été à l'hôtel et tout ça. Ouais, c'est arrivé beaucoup plus tard, l'hôtel, hôtel, resto, avion. Ouais, beaucoup plus tard. Avec les jeux. Ouais. Entre autres. On a fait beaucoup de minibus une fois en bus à Miculas, je me rappelle, un grand bus tous ensemble. Et une coupe d'Europe aussi. 16 heures de route. Une coupe d'Europe en Irlande aussi.
C'était assez épique. Mais c'était sympa. Ouais. On revient à 86. 86, 85, donc 86. 86, je me rappelle plus bien ce qu'on a fait. Ah bah c'est prof de sport, ouais, j'ai un peu galéré. On a dû faire des coupes d'Europe, je me rappelle pas. Je me rappelle pas les résultats. Mais c'est le moment du professeur de sport. Ouais, pour moi c'est prof de sport. Peut-être un peu plus impliqué sur le concours. Ouais. Tu vois, je me rappelle même plus où étaient les coupes d'Europe en 86. C'était à l'INSEP du coup à Paris. Ouais. 87, le championnat du monde en France. Bourg. Et là, on inverse nos places avec Myriam. Elle fait seconde, je fais quatrième. Et on fait seconde par équipe avec une course pas top. Donc un peu déçu là-dessus. Content quand même d'être deuxième, mais on avait eu un petit sketch. Si mes souvenirs sont bons, on n'avait pas fini la manche 1. Et donc la manche 2, on était un peu sous pression. Comment ça, vous n'avez pas fini? Ouais, je crois que Sylvie avait débarqué à la porte 7 ou 8. Il y avait eu un souci là. Et nous, on attendait en bas. Comment ça, elle a débarqué? Ah bah c'est des choses qui arrivent. Hein. Ça se passe pas bien. Il y a un problème. Tu débarques. Et donc, t'es finalement contente. On avait elle te l'expliquera. Il faudrait que tu l'interviewes, Sylvie. Okay. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Elle a une belle carrière. Et du coup, Myriam, forcément, elle était super contente d'être seconde, mais quand même, je crois que c'était encore Lise Sharman qui avait gagné. Hein. Elle nous avait été. Elle a gagné combien de fois? Plein de fois, je sais pas. Et il y a juste, en 89, elle a pas gagné et elle était blessée. Et elle était inscrite et elle a pas couru en fait. Ouais. Mais elle a arrêté sa carrière comme ça. Mais elle aurait été battue. Myriam l'aurait battue. Non, mais. C'est Myriam qui gagne en 89. Ouais, 89, c'est Myriam. Donc, on continue à faire les médailles, quoi. Puis toute l'équipe de France fait les médailles, hein. Bon, il y a plein de médailles, donc on est content. Et là, il y a la télé, on est pas mal médiatisé. C'est bien, quoi. Ça contribue de positionner le canoë-kayak eau vive à exister, parce qu'il n'y a pas les jeux, donc on n'existe que lors des championnats du monde, quoi. Vous apprenez assez vite après qu'il y aura les jeux, par contre. Je sais plus quand on l'a appris. Je sais plus, je t'avoue, comment on l'a appris. Parce que ça a été mouvementé. On y sera, on n'y sera pas, on y sera, on n'y sera pas. Tu sais qu'est-ce qui a impulsé le fait que le slalom revienne au jeu? D'où c'est venu? D'où c'est venu? C'est une bonne question. En tout cas, je sais que les personnes à qui on le doit, le retour, c'est Richard Fox et Hervé Madoré. Hein. Ah ouais. Enfin, le fait que c'est vraiment eu lieu. L'idée, peut-être pas. Certainement la FIC et tout ça. Mais il y a un moment, eux, ils s'en sont vraiment occupés, y compris pour que ça parte pas. Tu sais, en 96, je crois que c'est surtout en 96. Pour que ça reste, quoi. Et comment ils ont fait? Très, très impliqués. Comment ils se sont... il faudra questionner Richard Fox et Hervé Madoré. Nous, je sais que ça s'approchait que le slalom pouvait arriver au jeu. Parce que depuis tu vois bien, le CIO, il cherche à rendre plus attractif les épreuves. Et puis la course en ligne malgré tout, avait pas forcément le vent en poupe au niveau des médias. C'est vrai que le slalom, dès que c'est arrivé, ça a eu une super audience télé. Je suis pas complètement, ça n'engage que moi, tu vois, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que le slalom, ça rajeunissait, que le canoë-kayak devait revoir son programme, etc. Donc on a peut-être été intégré parce que, il fallait que, pour que le canoë-kayak reste, il y ait des choses nouvelles. Un peu comme aujourd'hui, le kayak extrême arrive, il y en a pas qui s'appelait pas du tout. Mais ça arrive pour que ça reste, en fait. Pour que on ne perde pas tout le kayak d'un coup. Et que, progressivement, on évolue. vers des sports qui plaisent aux jeunes et qui plaisent au public. Je sais pas du tout à qui ça peut ne pas plaire, ce slalom extrême, vraiment. En tout cas, le public, ça plaît. J'ai un peu questionné à Pau, parce qu'à Pau, il y a eu l'extrême. J'ai un peu questionné les jeunes kayakistes que je connaissais, des clubs, des parents et tout. Ils ont trouvé ça super à regarder. Ils se sont éclatés à regarder. Ils se sont parfois moins éclatés à regarder une journée de qualification kayakom. Ça, c'est long, c'est clair. Donc voilà, tu vois bien qu'au jeu, il faut quelque chose de court, de spectaculaire. Ça, c'est un autre débat. Tu prépares comment Donc 87. C'est arrivé des jeux. 88. On est focus d'abord sur les mondiaux, hein, avant d'être focus. Ouais. 88, moi je fais quelques médailles en Coupe du Monde, je me rappelle, avec Myriam, on doit faire 1 et 2 à Wausau aux États-Unis. Et par contre 89, donc c'est là que moi j'ai eu des petits soucis d'encadrement. On rentre dans une période où on fait des groupes d'entraînement et il faut choisir son entraîneur. C'est là que Anne part à après 87, part à Besançon. Voilà, Anne choisit Pedro, elle part à Besançon. Moi je choisis Eric et en fait on me dit non, c'est pas possible. Eric il va pas rester.
Pouah, là, cata, quoi. Pourquoi il arrête, Eric? Et ben, après, il est plus là pour l'expliquer, mais c'est un moment où, bah voilà, à la fois, peut-être lui, il avait besoin de faire autre chose, mais je crois qu'à la fédération, bah voilà, il y avait des nouvelles personnes, et tu connais ça, hein, quand il y a des nouvelles équipes, il y a des choses qui se réorganisent. Il était peut-être plus d'accord. Dominique te questionne, si tu questionnes ma sœur, Dominique, elle saura beaucoup mieux que moi pourquoi il a arrêté. Je crois qu'il y avait des différends quand même avec ceux qui décidaient certaines choses. Et du coup, il était à la fois sur le départ, mais il était encore là et tout. Donc moi, je l'avais choisi. Il y avait pour moi aucune hésitation, quoi. C'était lui ou lui. Du coup, ça n'a pas été le cas. Et du coup, moi, je voulais pas que ce soit Jean-Yves. Parce que, alors j'adore, enfin, moi, il n'y a pas de souci, Jean-Yves entraîneur, c'est pas un problème. Mais vu que c'était mon époux du quotidien, j'avais pas envie de tout mélanger. Et donc, j'avais pas choisi Jean-Yves, quoi, au départ. Et puis, bah, après, j'étais avec Jean-Yves. Il n'y avait pas Eric, j'étais avec Jean-Yves. Et... Ah oui, Jean-Yves a pris, non, bah, il a pas pris avec Dame parce que c'est un go, mais. Ah, mais non, il y avait, Lapin, celui qu'on appelle Lapin, Gilles Lelièvre. Original. Ouais, le lièvre, Dai le lièvre. C'était Dai le lièvre. Il y avait moi, on était quelques-uns, avec Jean-Yves, ouais. Ah oui, c'est le groupe d'entraînement qu'il a pris vers les Jeux, quoi. Avant Barcelone. Ouais. Mais par contre, moi, en fait, en 89, ça a pas, je fais 8e au championnat du monde. Je fais un 50 à la porte 1, à la manche 1. Et c'est la meilleure des deux manches. Et c'était space, tu vois. Il y avait beaucoup de brouillard. Ils coupaient les courses. On se voyait pas. Les juges ne voyaient plus. Ah ouais. Donc ils arrêtaient les courses. Ils disaient, bon, bah là, on fait pas de course, on attend que le brouillard se lève. L'eau était, en fait, il faisait chaud et l'eau était froide. C'était c'était pas de l'eau de lac. Donc ça faisait de la brume, mais de la brume qui restait pendant... Comme aux roches, quoi. T'arrivais à 8h, à 10h, il y avait toujours la brume, quoi. Ouais. Les juges pouvaient pas juger, ils te voyaient pas passer. Bon, des retards, là, c'était un peu énervant, ça. Et après, c'est pas pour ça que j'ai raté la 1. La 1 était sur une sorte de virgule, là, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bref, je la rate. C'est pas une chicane, non? Oui, c'était une porte en remontée. Oui, il y avait une virgule, il y avait une virgule, là. Ouais. Bon, bah, je passe à côté de la porte, bref. À fond, là. Bon, dans manche 1, t'as un 50. Et là, c'est la meilleure des deux manches. Et t'es manche 2, hein. Là, bon, bah, voilà. J'ai géré, mais moyennement. J'ai pas fait ma course comme j'aurais été capable. Parce qu'on aurait pu être à 2 sur le podium. Et je fais 8e. Pouah. Là, j'étais vénère. Et on gagne, par équipe, à nouveau. Mais pas avec, il y avait pas Sylvie, cette fois-ci, c'était Anne. On faisait 8-9, je crois qu'on faisait 7-8-9, un truc comme ça, ou 8-9-10, enfin, c'était hyper serré, les trois françaises derrière Myriam. Myriam gagne. Ah oui, vous étiez 4. Et après, on était 4. Donc, je fais l'équipe quand même, et on gagne. Bon. C'est un peu de beau moqueur. Devant les Américaines et les Tchèques. La maman d'amis, des Tchèques dont les enfants sont au kayak maintenant. C'est génial. J'adore ça. Et donc, moi, je suis pas très contente de ma campagne 2019, là. 89. Wow, c'était il y a longtemps. Et du coup, je fais une petite pause. Et donc, il y a la naissance de Julie en 1990. Et comment t'as géré ça, alors? Eh ben, j'ai géré que, donc, en 90, C'était l'année de coupure. Enfin, l'année en juin. C'était une année de, ouais. Il n'y avait pas le championnat du monde. Il y avait pré-mondial à Tassène. Ouais. Et les athlètes ont fait grève. C'était trop dangereux. Ils voulaient pas courir. J'étais quand même là-bas voir, moi, spectatrice, parce que je voulais pas couper. Et je me rappelle que la course a eu lieu, mais les travaux n'avaient pas été faits. Et c'était terrible, c'était dangereux, là, c'était dangereuse. Ah ouais? La Polonaise s'était scalpé la tête et tout. Enfin, bref. J'étais contente de pas courir. Ils avaient mal fait les travaux dans la chute? Non, ils n'avaient pas fait de travaux, surtout. En fait, au tout début, le bassin était dangereux. Il y avait des ardoises dans le sens inverse de la descente, là. Et quand tu descendais, tu pouvais te blesser, en fait. Ah ouais. Et nous, on avait les Caloris une année qui avait fait un aller-retour. Il s'était coupé le tendon du doigt en esquimotant. Et il y avait un Polonais qui s'était à moitié scalpé la tête, là, qui se baladait avec un pansement sur la tête. Bon, c'était un peu craignos, Tassène, à l'époque. Et j'avais été sur le bord, j'avais été voir le pré-mondial, en fait. Et après, j'avais repris. Et j'ai envie de dire, il m'a manqué quelques mois. Parce que je fais les piges. En plus, c'était hyper accessible. Il y avait 3 places. Hein. Je dois faire 4e, un truc comme ça. Il y avait 3 places pour les Françaises, j'entends. C'est au pige. Assez haut. Ah, pour 92? Ouais, pour 92. Parce que j'ai repris le bateau, moi. Parce que, ouais, mais il y a eu 91 d'abord. Le 91. J'accouche, ah oui, non, j'ai accouché en 90. 91, je me remets au bateau tranquillement. Je fais rien. Ouais, donc tu fais pas l'équipe de France. Non, pas du tout.
Et après, 92, Donc tu vois les filles faire un 2-3, c'est ça, c'est en 91 ou 93? 93. 93, oui, d'accord. En 91, je crois pas que c'est un bon championnat du monde pour Myriam. Je sais plus. Bref, 92, je suis prête, quasiment prête. Il m'a pas manqué grand chose. Tu vois, les piges avaient lieu au mois d'avril, mars, il faisait froid, c'est haut là. Et puis on a eu des sketchs. Anouk Loubier gagne la première course, elle est annulée parce qu'il neigeait, c'était la tempête et tout. On refait une course. Hein. Bref, moi, une touche. Je crois que je touche dans la dernière course et hop, ça me sort de la sélection. À l'époque, c'était 5 points, c'était pas 2. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'étais pas tout à fait prête, tu vois, il m'a manqué un tout petit peu. Bon, c'est comme ça. Parce que fin 92, je me demande si je suis pas championne de France, je fais les courses champions, je les gagne. Enfin, il m'a manqué presque rien, quoi. Je suis bien revenue au niveau, mais un peu tard. Ouais, t'as dû avoir vachement de regrets quand même sur ces premiers jeux, non? Finalement, non. Finalement, non, parce que, en fait, je vais te raconter une histoire. J'ai été ouvreuse là-bas. Bon, c'était pas à Barcelone, c'était assez haut, quoi. Ça m'a permis de tirer le trait là-dessus. Et Myriam, j'ai récupéré Myriam en pleurs après les jeux parce qu'elle était un peu dans les favorites. Puis elle fait 20e, je crois. Ah oui. Elle me dit non, mais, et moi je lui dis, bah Myriam, quand même, t'as fait les jeux et tout. Elle me dit, regarde, moi je me suis même pas sélectionnée et tout. Elle me dit, oh, j'aurais préféré pas me sélectionner que de faire ce que j'ai fait. Ah ouais. Tu vois, ça m'a mis un peu de baume au cœur. Je me dis, ouais, c'est vrai, moi je peux toujours me dire que j'aurais pu faire une médaille. Mais bon, j'aimais pas le bassin de CO. Je t'avoue, franchement, que c'était pas un bassin pour moi. J'aime les bassins comme Bourg. Pourtant, j'aimais bien Augsbourg. Mais franchement, j'étais meilleure en bassin naturel qu'en bassin artif, quoi. Et voilà, bon, ça s'est passé comme ça. Non. Franchement, j'ai pas de regrets. C'est sûr, les jeux auraient été en 84, en 88. Bon, c'est bon, j'étais au top de ma forme. Après, j'étais un peu passé à autre chose, quoi. Entre le boulot, les enfants. Parce qu'après, du coup, 93, la naissance de notre deuxième enfant, Yves. Donc tu fais pas 93 non plus? Non plus. Les filles font 1, 2, 3, super. Ouais, tu vis ça comment à la maison? Oh non, c'est super, bah oui. C'est génial. Enfin, je peux te dire, à l'époque, on en a pas tellement parlé quand je vois le ramdam qu'il y a eu en 2014 quand les garçons ont fait 1, 2, 3, on l'a su, hein. Ouais, première fois. Bah oui, il y avait déjà eu une première fois, hein, avec les filles. Non, c'était super. C'était vraiment l'aboutissement normal. Marianne avait fait 5e au jeu. Myriam était déjà championne du monde. Anne, elle fait combien? Anne, elle avait fait 2e au championnat du monde non, c'était après, voilà. Nottingham, c'était après. Au jeu, Anne, elle fait, au jeu de 92, je sais pas. Atlanta, elle fait 6, mais je sais pas, 92. Donc ouais, non, super contente que les filles fassent ça. C'est l'apogée de cette génération? Bah, ouais. Parce qu'après, du coup, il y a Anne en 95. Pas complètement, parce que derrière, il y a Brigitte qui arrive. Non, je dirais que... Ouais, mais c'est une autre génération. Oui. C'est une génération qui arrive après. Ouais. Brigitte, Anne-Lise. Ouais. Donc après, je continue le bateau, mais bon, beaucoup plus en dilettante, quoi. Je fais mon boulot, j'ai 2 enfants, je me fais toujours plaisir, je navigue, je tente les sélections, mais sans trop d'ambition. Et j'arrête définitivement en 96. Je cours plus du tout pour l'équipe et tout ça. Enfin, j'ai continué longtemps à courir pour mon club, parce que je faisais les championnats de France des clubs jusqu'à il y a 2013, 14 à Golbert, sur l'Orbe et tout ça. Je me suis super éclatée. Là, je cours plus du tout. Je fais du bateau plus que quand il fait beau. En fait, t'as pas vraiment arrêté ta carrière, quoi. T'as continué à faire du bateau super longtemps. Ouais. Et à ce moment-là, quand t'arrives... J'ai jamais fait, comment on dit, un jubilé, c'est ça qu'on dit, non? Non, comment on dit? Jubilé, ouais, je sais pas, la dernière course. Non, j'ai jamais fait ça, moi. Ça faisait super longtemps que t'étais CTR à ce moment-là, donc en fait, la transition, il n'y a pas eu de transition. T'as juste mis peut-être un peu plus l'accent sur tes fonctions. Ouais, en fait, j'ai l'impression que j'ai toujours fait autre chose que m'entraîner et des compètes. C'est juste le pourcentage qui a changé. C'est vrai par contre, entre 81 et 90, la naissance du premier enfant, j'ai envie de dire, le curseur, il était vraiment à 95% sur l'entraînement et tout ça. Peut-être moins, parce que quand même, on s'entraînait moins, il y avait moins de compétitions inter. Mais je crois qu'en 84, j'ai dû faire 17 compétitions internationales. Donc ouais, quand même, ça commençait en février. C'est beaucoup. Ça commençait en février et ça finissait en octobre avec le Grand Prix à Nottingham et Bala et tout ça. Ouais, mais bon, tu vois, on allait à Mikulas, on faisait 3 courses, donc je comptais 3 courses. On allait aux États-Unis, on faisait une tournée, on faisait 3 courses.
On retournait à Prague, on faisait 3 courses. Ah, c'est génial. Après, on allait en Angleterre, on faisait Bala, Nottingham, on faisait beaucoup de courses inter, beaucoup. Donc je dirais que c'est juste le curseur qui a changé. Puis à un moment, j'ai basculé à beaucoup plus ce côté boulot, quoi. Et puis là, les enfants, il fallait s'en occuper aussi. Enfin voilà, donc ça a toujours été, j'ai toujours priorisé ça jusqu'à les années après jeu là. Mais c'est le pourcentage qui changeait, quoi. Et tu faisais quoi alors comme mission en tant que CTR est-ce qu'il y avait une répartition, certains qui géraient le Alors slalom, au tout début, quand j'étais nommée assistante plein air régionale canoë-kayak, je faisais que ce pourquoi j'étais disponible. Et René m'a beaucoup laissé être sur le slalom, forcément. Mais comme j'étais bénévole sur une commission, en fait, non, je suis devenue professionnelle au moment où on a créé la commission que tu connais bien, qui s'appelle les Yawank, en Bretagne, commission jeune. Et donc, j'étais la technicienne qui s'occupait de cette commission, dont le président était Christian Huneau, qui est devenu ensuite le président de la fédération. Et donc, de 87 à, j'ai envie de dire, à 97, voire 2000, je me suis occupée de cette commission jeune. Beaucoup. Donc, c'est la commission minime. Voilà, c'était l'équipe minime du comité régional, ouais. Il y avait ça, je m'occupais de ça, du slalom, un petit peu de la formation des cadres. Et j'ai eu la chance de travailler avec Michel Tostivin sur les bassins. Donc j'étais avec lui, bulldozer dans la rivière à Saint-Brieuc pour refaire les épis. J'ai appris mon boulot en fait. Enfin, j'ai appris tout ce qui m'a servi par la suite. J'ai été à côté de René pour tout ce qui était formation de cadre, René et Jean-Pierre Lafont. Tout ce qui était formation de cadre, les moniteurs, etc. J'ai été à côté de Jean-Yves forcément pour tout ce qui était plus... c'était côté entraînement. Et aussi avec la Bretagne pour tout ce qui était événementiel. Puisqu'on a inventé les Jeux Olympiques. Bon, la première édition a eu lieu en... Quelle année? Avant les Jeux, je dirais. Quand on a su qu'il allait avoir les Jeux, peut-être on a commencé à faire les Jeux Olympiques. Donc 93? Non, parce que les Jeux en 92, est-ce qu'on a... Ah, vous avez fait avant les Jeux? Est-ce qu'on n'a pas fait en 80... Je sais plus, là, je me mélange les dates, je suis comme Manou. En tout cas, j'ai contribué à aider à l'organisation de ce type de course. D'accord. J'étais bien occupée au niveau boulot, il n'y a pas eu de soucis. Ce que j'avais fait bénévole entre 79 et 87, je l'ai fait pro ensuite quand j'étais CTR. Ah oui, j'étais pas déjà ça entre 79 et 87 en fait, j'étais bénévole. Ok. J'étais bénévole pour la commission Slalom, j'étais bénévole au sein du comité de Bretagne. Donc j'ai un peu tout enchaîné de manière... C'est mieux de faire ça en étant rémunéré, quoi. Ouais. Quand on a la chance de pouvoir faire un métier passion, c'est top, quoi. Et tu fais ça en gros jusqu'en 2004, c'est ça? Alors non, je fais ça jusqu'en... Alors je fais pas que ça, parce qu'à un moment le ministère il a dit mais elle fait quoi, Madame Prigent? Et j'ai senti que il fallait peut-être que je fasse plus pas que des choses pour le comité régional, parce que j'étais pas CTR de la fédération, j'étais vraiment CTR de l'ADR. Donc j'ai proposé mes services pendant 2 années, j'ai contribué au lancement des emplois jeunes sport. Je me suis rapprochée des services et j'ai fait des missions au sein du service de DR Bretagne. Et du coup c'était pas mal parce que ça m'a donné plein de réseaux. Ça m'a aussi permis d'être en contact avec des clubs qui créent des emplois jeunes, etc. Et ce n'est qu'en 2000, ça m'a permis aussi de donner du temps au projet de la rivière à Cesson-Sévigné. Puisque, en fait, j'ai créé le club en 93 à Cesson. J'ai quitté Kayak Club de Rennes. Parce que la ville de Rennes ne voulait pas faire de bassin. Alors qu'ils nous avaient promis un bassin si on avait les Jeux. Si en 92 il y avait les Jeux, elle avait promis un bassin. Et en fait, après, ils ont dit, non, on va pas le faire. Par contre, on va donner 1 million de francs à l'époque à la commune qui va le faire. Bon, moi, je savais que Cesson, ils étaient hyper branchés sport. Le maire, il n'attendait que ça, d'avoir un club de kayak compétition, parce qu'il y avait un club de loisirs. 93, j'ai créé le club, et après, dans la foulée, on a fait le projet de rivière qui a été inauguré en 99. Donc tout ça, c'était pas mal de boulot. Donc tu vois, j'avais basculé pas mal côté professionnel déjà, quoi. Même au moment des Jeux. Et 2000, René Trégaro part à la retraite. Donc c'est seulement là que je postule sur le poste de CTR. FFCK. Ah oui, jusqu'en 2000, René était CTR, ouais. Et du coup, moi, je postule et je deviens le cap technique toujours du ministère des Sports, mais déplacé auprès de la fédération. Alors qu'avant, j'étais que à la DRJS Bretagne. Tu gardes toujours à peu près les mêmes missions, mais cette fois, c'est la fédé qui t'envoie. Et oui, du coup, je lâche les missions, toutes les missions jeunesse et sport Bretagne. J'avais des missions aussi sur l'accompagnement de la formation continue des cap techniques. Tout ça, j'ai arrêté et puis j'ai pris à 100% CTR Bretagne pendant 4 ans. Et après, j'ai fait partie du groupe de travail que Antoine Goetsché a monté,
pour mettre en œuvre la nouvelle filière du haut niveau, la refonte de la FHN. Donc Antoine Gucci qui devient DTN en DTN, il 2000? est 2000, ouais. 2000. Et moi, à partir de 2002, je fais partie d'un groupe de travail où on construit avec les collègues ce qui va être la future FHN avec, il n'y a plus 3 pôles France Slalom, descente, course en ligne, mais il y en a 4, regrouper les disciplines, fusionner les pôles espoirs, enfin bref, un gros chantier, mais super travail. Enfin, moi, je trouvais que c'était super enrichissant et ça a été plutôt une belle réussite sur Cesson. Où on a vraiment réussi à, tu l'as un peu vécu, on a vraiment eu les 3 disciplines, voire même plus, parce que le calculo est arrivé après. On avait le bassin, on avait les nouveaux locaux, un nouveau bâtiment. Enfin, on a fait du bon boulot, je trouve. Ouais, le bâtiment, il arrive plus tard, ouais, 2007, oui, 2008. Bah oui, parce qu'en 2004, donc, on est nommé sur nos différents postes. Donc, moi, je suis nommé sur le poste de... À cette commission, les gens qui ont travaillé dans cette commission, ensuite, après, il y a eu Antoine Gucci a distribué les postes. D'accord. Et donc, moi, je suis devenue directrice du pôle France, Espoir de Cesson-Sévigné. Donc, en 2004, qui fonctionnait à Plaine de Beau, à côté du club. Voilà, à l'époque, on fonctionnait à Plaine de Beau, mais c'était validé qu'on avait le nouveau bâtiment. Tout le monde a on avait travaillé sur le projet. Ouais. En fait, on a eu un entretien. On a porté candidature. On était en concurrence avec Angers et Tours, qui à l'époque n'avait pas de bassin. Cesson a été retenu. La ville de Cesson a été retenue. Donc, ils s'étaient engagés à faire le nouveau bâtiment. On avait le bassin, on n'avait pas le bâtiment. Et donc, 2004, quand j'arrive directrice des équipes de France, c'est pour mener à bien le projet de bâtiment et mettre en place le pôle. Directrice du pôle France, oui, pôle France. Ouais. Et le problème, c'est qu'il y a eu des élections. Et la commune a changé de bord. Le maire a changé. Et on est passé d'une équipe de gauche à une équipe de droite. Il a fallu tout refaire les dossiers mais heureusement, ils ont suivi. Ils ne sont pas... Ils ont gardé le projet. Ouais, on a gardé le projet. Mais ça a retardé un peu. On aurait dû avoir la livraison du bâtiment en 2005-2006. On l'a eu en 2009. Ah oui, 2009. Parce que tout a changé. Ça. Le conseil général a changé. La commune a changé. La commune, elle est restée sur ses bases. Le conseil régional a changé. Enfin, tout le monde a changé. Le conseil régional, la commune sont restés sur leur... le conseil général a négocié. Il a fallu négocier le terrain, tout ça. Ça a retardé les travaux. Tout ça, c'est toi qui as géré? Ouais. Ça a retardé les travaux. On s'est installé dans le bâtiment qu'en 2009. Mais ça a été une super période professionnelle. Ah, ça a dû te changer de ce que tu faisais on est passé de Plaine de Beau et on avait un pauvre local à Cesson et un pauvre local à Plaine de Beau et on a le bâtiment que tu connais à Cesson-Sévigné, le nom de la Vilaine, qui est top, qui a été, qui est toujours un bâtiment extra pour s'entraîner au quotidien. Donc un plaisir de coacher de diriger cette structure avec tous les collectifs, slalom, descente, course en ligne. Et ça ressemble à quoi, un quotidien de directrice de pôle? Donc, t'es pas entraîneur au quotidien. Par contre, t'es sur tout le reste, l'accompagnement des projets de perf des athlètes et de leurs cadres. Et donc, c'est délégué, organisé, tout ce qui va être le suivi médical, paramédical, socio-pro, le scolaire, l'universitaire, passer les conventions, la logistique, l'entretien du matériel, plus les relations avec les collègues des autres pôles. Parce que paradoxalement, tu diriges un pôle, mais tu ne diriges pas forcément l'équipe d'entraîneurs qui sont sur le pôle, qui sont plutôt dirigés par le directeur équipe de France. Non, à l'époque, il y avait des directeurs de pôle. Il y avait des directeurs de pôle avec des entraîneurs de pôle qui bougeaient pas et des entraîneurs d'équipe qui bougeaient. D'accord. Donc quand même, il y avait plus de monde à rester sur les pôles. Et en plus, on travaillait beaucoup ensemble et il y avait et la jeunesse et les grands et les espoirs et la relève et les seniors. Il y avait donc toujours des athlètes et toujours des entraîneurs sur le site, même s'il y en a qui partaient. Donc à l'époque, par exemple, en slalom, Thierry partait, mais pas forcément Anne. Et on avait tout le temps des athlètes sur site, ce qui est pas forcément le cas aujourd'hui, où parfois tout le monde vraiment part en compétition parce qu'on a restreint un peu les nombres, restreint les disciplines. Mais à l'époque, franchement, il y avait tout le temps, et des coachs et des athlètes. Et il y avait, comme ça faisait longtemps qu'on était en Bretagne, et longtemps que les pôles étaient intégrés, pour l'espoir, section sportive et tout, on avait des relations avec lycée, communes et tout, qui faisaient qu'il y avait du boulot tous les jours, en fait, pour gérer tout ça. Il n'y avait vraiment pas de souci à s'occuper pour le bien des athlètes, bien sûr. Ouais. Parce que tout ce que tu fais avec des athlètes cadets juniors, t'as pas à le faire après avec forcément aussi difficilement avec des seniors. Tous les liens que t'as créés avec le lycée, la fac, les écoles de médecine, de kiné, de machin, c'est utile pour tous ceux qui arrivent. Donc,
gros travail de mise en place qui avait déjà été commencé par Jean-Yves, bien sûr. Jean-Yves, il a encadré le pôle France jusqu'en 2000. Et de 83 à 2000, il a créé un réseau qu'on a récupéré. Donc c'était la continuité, en fait. Un réseau avec les écoles, les médics, etc. Ouais, avec tout le monde, ouais. Donc c'est un héritage, en fait. C'est de faire en sorte... Moi, j'ai récupéré un héritage, j'ai fait en sorte de le conserver, de l'améliorer, de l'optimiser, d'augmenter les services pour les athlètes, de les faire évoluer. Parce qu'en effet, les athlètes, ils ont plus d'aménagement, ils ont de plus en plus besoin d'accompagnement sur la prépa physique, des choses nouvelles, la prépa mentale. Donc voilà. Moi, je fais ça donc de 2004 à 2017. Et 2017, c'est là que tu prends... Non, alors, 2012, tu prends avant ça l'équipe alors, descente. ce que j'ai trouvé bien, Philippe Graille d'ATN de l'époque, je trouvais bien que il est donné on a commencé directeur de pôle et coordonnateur interrégional. On avait beaucoup de relations avec les comités, les élus, et les collègues CT, on travaillait sur les calendriers, on faisait des stages interrégionaux avec les régions. C'était une bonne époque. On s'occupait des espoirs, on avait des stages pour la relève avec eux, etc. Mais cette époque-là a évolué. Et après, Philippe Graille nous a demandé de nous recentrer vers le haut niveau et de prendre des missions auprès des équipes de France. Toute discipline. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris la suite de Laurent Brossat m'a sollicité. J'ai d'abord fait 2 années auprès de lui, en adjointe un peu. Et quand il est parti, quand il a lâché la descente, c'est moi qui ai repris. Et Paco a pris le polo. Donc on était directeur de pôle et directeur d'une équipe de France non olympique. Et donc j'ai vu deux choses différentes. C'était très bien quand je travaillais avec les régions, quand j'étais tournée vers les territoires. Ça donnait beaucoup de fluidité sur tout l'accompagnement des espoirs, les mises en liste, espoirs. Tu connaissais les athlètes quand ils arrivaient. J'avais de bonnes relations avec les collègues. On faisait des stages ensemble. Et après, on a plus basculé. Donc forcément, on a perdu du lien avec les territoires. C'est le côté négatif. Mais on a gagné du lien avec les équipes. On a été plus en phase avec... Alors moi, c'était hyper simple en descente parce qu'il y avait que 2 entraîneurs. Fred Rébérol à Toulouse et Nicolas Lallier à Cesson. Et j'étais la directrice de ces 2-là. Donc c'était super fluide pour la descente. Le slalom, c'était un peu plus compliqué. Mais c'était bien qu'on soit en relation avec... on était au contact du haut niveau international, quoi. Donc Paco, il était directeur du pôle de Toulouse, il avait le polo. Toi, directrice du pôle de Rennes, t'avais la descente. Ouais. Bertrand, il était directeur du pôle. Il avait à Nancy, c'était quand ça a été Bertrand, il était slalom, mais après ça a été Bibi, il était responsable de la relève slalom. Et Bertrand était directeur du pôle de Pau et Def slalom. Tout le monde avait des doubles casquettes. Et la course en ligne, c'était... La course en ligne, il y avait Xavier Florio qui était directeur du pôle de Verre. Et c'était Christophe, ouais. Il était très en relation avec Christophe. D'accord. Et ça t'a... Ça a été une évolution de la filière et de la demande de notre ministère aussi. De recentrer les moyens sur le haut niveau. Pas les espoirs, mais les SHN, hein, et l'encadrement des équipes. Et on voit qu'avec l'arrivée de l'ANS, ça va pas en diminuant. Centrage. J'ai mon devoir de réserve, cadre technique d'État. Donc, de manière objective, il y a un recentrage des moyens sur le haut niveau. Mais je pense qu'il faut pas oublier la jeunesse et la relève. Mais c'est quand même ce qu'on continue de faire sur les pôles, hein, pôles comme ici, Vers-sur-Marne ou Cesson, il y a de la jeunesse. Il y a un pôle espoir à côté. Voilà, il y a un pôle espoir, tout n'est pas jeté, bien sûr. Et ça consiste en quoi au quotidien de gérer une équipe de descente ou une équipe de France de façon générale que tu vois en fait quasiment que sur les compètes? Alors pas du tout, parce qu'il y avait une grosse partie, la moitié de l'équipe était à Cesson. Vu qu'il y avait que 2 pôles, qui sont beaucoup sur les pôles, c'est comme les slalomeurs qui sont beaucoup sur les pôles, ce qui est moins le cas en course en ligne. Je les connaissais très bien, ceux de Cesson. Mais par contre, je faisais les actions avec eux, donc je les connaissais bien. Je faisais 1 ou 2 actions, plus toutes les compétitions internationales. Et en fait, j'étais team leader. Donc, team leader, ton rôle, c'est pas de t'occuper des athlètes. C'est de t'occuper qu'ils aient bien leur dossard, les bonnes infos. J'étais pas coach, donc... T'avais pas un rôle de stratégie de développement de l'équipe, etc., de stratégie de performance? Ça, c'était... les coachs mettaient en place des stratégies et ils me confiaient des missions. Donc oui, j'étais référente auprès de la commission nationale. Je participais aux plénières. Et je me faisais la voix des entraîneurs en termes de besoins des équipes de France. Et je me faisais la voix du président de la commission nationale auprès de l'international pour porter des projets français. Mais on le faisait conjointement. Parce que Mathias Girard est
à la commission internationale descente. Donc du coup, il est juge en plus international, on se voyait sur les courses inter. Donc on travaillait entraîneur descente plus moi, team leader plus Mathias Gérard sur les intérêts de la France. On avait un petit fonctionnement d'équipe. Après, je l'ai pas fait longtemps. Laurent Brossat l'a fait bien avant moi. Et la descente est parmi les nations leaders à l'international, avec les Tchèques. Donc oui, il y a des stratégies qui sont mises en place, soit par les élus, commission nationale et fédération, soit par les techniciens qui ont eu leur mot à dire sur les évolutions, le sprint, on fait du sprint, on fait pas de sprint, c'est bien, c'est pas bien. Oui, donc là, on travaillait ensemble. Ouais, ma question portait plus sur la stratégie sportive de l'équipe descente. Bah ça, c'est les entraîneurs qui... Ça, c'est les entraîneurs qui gèrent. Et après, ils géraient, moi je suis garante que c'est fait dans bonne et due forme par rapport aux attendus du DTN et de notre ministère et des moyens qui me sont alloués. J'avais un budget, donc à un moment, ça rentre dans le budget. Donc tout se discute. Okay. J'ai jamais eu de soucis sur ce qu'ils proposaient. C'était hyper... ils avaient plus l'habitude que moi quand je suis arrivée. Ils avaient quelques années de fonctionnement, Nicolas Lee en tant qu'entraîneur. Donc ça a été hyper simple de s'adapter aux besoins des équipes et je crois qu'on y a bien répondu. Je suis quelqu'un qui est assez pragmatique et dans l'opérationnel. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Du coup, s'il y a des stratégies à mettre en place, j'essaye d'accompagner pour que ça marche. 2017 eh bien, 2016, il y a des élections, 2016-2017, un changement de présidence. Jean Zungrana, le nouveau président, je le connais bien, puisque c'est l'ancien président du comité régional Bretagne avec qui j'ai travaillé. Et le binôme président DTN me sollicite pour intégrer la nouvelle organisation. Ce que j'accepte. Sur un poste ambitieux, qui n'existait pas, manager olympique et paralympique. Moi, je me sentais plus en compétence sur d'autres missions, notamment l'accompagnement des collègues, cas techniques. Enfin, il y avait des choses que je savais bien faire, que je pensais savoir bien faire, etc. Mais le challenge m'a plu. Ils m'ont sollicité là-dessus pour 2-3 équipes faire une seule. Quand je dis 3, c'est le slalom, le sprint et le para, qui étaient un peu à part jusqu'à présent, parce qu'ils venaient d'intégrer les Jeux. Le challenge me plaisait, donc j'ai dit, allez, on est parti. La mission, c'était ça, de 3 équipes faire une équipe. Après, on voit que c'est Paris 2024, c'est dans la tendance. C'est de toutes les équipes de France faire une équipe de France. Donc ça, c'était vraiment mon job de faire évoluer les mentalités sur... Il n'y a pas la course en ligne d'un côté, les slalomeurs de l'autre, le para qui est à part. On est une seule équipe qui allons chercher. Parce que ça, c'est quand même ce que le ministère pense. C'est 12 médailles chez les valides et maintenant 10 chez les paras, quoi. Canoë-kayak, c'est 22 médailles potentielles. Or, vous en ramenez pas beaucoup. Le slalom, oui, bien. La course en ligne, une fois tous les 2 fois. Donc, il faut être plus performant. La commande du ministère, c'est ça quand même. Et c'est d'avoir envie de nous accompagner, parce qu'on est une discipline, une fédération qui est capable. Donc, le projet, il est ambitieux. Il était ambitieux, et moi, j'ai fait une partie du chemin. Et le chemin n'est pas terminé, parce que l'objectif, c'est Paris 2024. Et maintenant, tu as basculé donc directrice du pôle vert. Tu retrouves des missions que tu connais bien, au final. Voilà. Depuis, c'était Rémi, c'était Xavier, puis Rémi, jusqu'à l'année dernière, qui était responsable de ce pôle. Et là, cette Olympiade, elle a été un peu compliquée. On a fait tous une année de plus. Donc, je suis restée sur des missions auprès des équipes, surtout sprint et paracanoë jusqu'à Tokyo. Donc, j'ai passé quelques jours cet été. Je regrette pas. J'ai envie de dire, le résultat en médaille, puisque l'ANS, elle regarde que ça, ne reflète absolument pas notre niveau, parce que je pense qu'il y a des super pairs. Quand on voit qu'un jour il fait 4e dans une catégorie complètement en devenir, que Alérien fait aussi 4e, 10e sur 1000 mètres, on imagine ce que ça représente. Je suis certaine que l'essai va être transformé en 2004 avec succès. Et donc, je suis passée à 100% sur le pôle depuis le 1er septembre. Okay. Directrice du pôle Espoir France Olympique Paralympique de Vers-sur-Marne. Et c'est un défi pour moi, ça va être mon dernier challenge professionnel en fait. Vu mon âge, je suis pas loin du départ vers d'autres horizons. Et donc 2024, voilà, dernier défi avec les athlètes et leurs coachs pour tout mettre en œuvre pour que soit les plus jeunes qui préparent plus loin, Los Angeles et plus. Il faut qu'on soit fort pour que le kayak reste, parce que j'étais quand même dans les tribunes aux côtés des Américains pendant la finale du C1 femmes
avec la favorite qui s'appelait Nevin Harrison, qui devait gagner, et ils étaient hyper stressés. Et il y a le papa d'une kayakiste slalom qui était là, qui parle bien français en plus. Je lui dis, ça va aller, elle va gagner, ça va bien se passer. Et il me dit, mais c'est hyper important qu'elle gagne. Pour avoir les jeux. Ouais, vraiment, c'est très important que ce soit une médaille d'or. Tu vois, il voulait pas une médaille. Il dit, c'est très important que ce soit une médaille d'or. Et elle a pas gagné. Et elle a gagné. Elle a gagné. Bon, c'est bon. Donc, tu vois, même les Américains à Los Angeles, c'était très important pour eux qu'il y ait une médaille, quoi. Donc c'est jamais gagné qu'on ait notre place. Et puis après, si un jour on n'y est plus, la descente, ils sont pas olympiques, le marathon, ils sont pas olympiques, on en vit très bien. Mais, parce que l'olympisme a des avantages, mais il a aussi des inconvénients quand même. On voit bien que depuis qu'il n'y a plus qu'une place au slalom, l'esprit n'est pas le même, c'est juste pas possible en fait. Quand tu es en championnat du monde à 3 ou aux Jeux Olympiques à 1, c'est compliqué. Ça change beaucoup de choses. Ça change des choses dans la tête des entraîneurs, ça change des choses dans la tête des athlètes, ça change des choses, tu vois bien. Toi, t'as quand même, aujourd'hui, t'as beaucoup de soutien parce que, ben oui, il y a l'olympisme, quoi. La descente n'est pas du tout dans les mêmes moyens, mais c'est pas pour ça qu'ils sont malheureux. Ils sont heureux de faire le sport qu'ils font. Moi, en tout cas, en coachant cette équipe, c'est une équipe, je me suis super éclaté, c'est une équipe super et il y a aussi une super équipe tchèque et une super équipe allemande et ça, c'est aussi la base de nos valeurs, quelque part. C'est faire un sport qu'on aime et après, c'est un championnat d'Europe, des fois c'est un championnat de France, des fois c'est un championnat du monde. Il y en a qui ont la chance d'aller aux Jeux. Bah écoute, sur ces belles paroles, je te propose d'arrêter là, si voilà. Tu veux rajouter quelque chose. Bah écoute, c'est vrai qu'au début je me disais, moi je vais pas parler comme les autres pendant trop longtemps, mais après il y a tellement de choses à raconter. Je te remercie de faire ça, c'est bien. Moi j'ai écouté 2 fois Pedro, parce que je l'ai écouté avec des athlètes, et alors que je l'avais déjà écouté, et je me suis régalé même la 2e fois. Donc il faut continuer, c'est sympa de faire ça. Voilà. Promis, je vais faire plus de fidèles à l'avenir, sinon tu vas me taper sur les doigts. Non, mais d'ailleurs, tu sais que Brigitte, c'est un de ceux sur lequel on va vraiment donner le plus de retours positifs. Ouais. Les gens ont adoré Brigitte. J'espère qu'ils vont adorer le tien aussi. Il faut absolument que tu interviewes Sylvie, il faut absolument que tu interviewes Jocelyne Roupioz, il faut absolument que tu interviewes Myriam, si elle est en Australie. Pour l'instant, j'ai demandé à Richard, mais il m'a lâché un vu, il m'a même pas répondu. Elle reste notre pionnière championne du monde. Émilie, bien sûr. Enfin, ouais, je pense que tu dois pouvoir alterner une femme, un homme, un athlète, un cadre, sans souci. On va essayer. Je viens de voir que le Sénat n'avait pas accepté la parité homme-femme dans les instances dirigeantes sportives. Il est temps quand même que le monde évolue. Donc, on doit montrer l'exemple. On va essayer. Merci de m'avoir Merci écouté. À toi, Papia. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode.